je me mets à cracher du sang, je me mets à saigner du nez, je me mets à commencer à ne plus avoir de sensation sur la partie droite de mon corps. La route, faisait à peu près 400 kilomètres avec un départ qui se faisait à 1000 mètres d'altitude. 50 kilomètres plus loin, tu te retrouvais déjà à plus de 3000. Atacama, c'est un désert qui est considéré comme étant le désert le plus hostile du monde. On passait de 40 degrés à -1 en l'espace de 2 heures. En fait, l'abandon, à aucun moment, peu importe l'état dans lequel j'étais, a été une option qui était envisageable pour moi. Je suis arrivé jusqu'ici, donc s'il faut que j'aille lâcher mon dernier souffle, j'irai, tu vois. Mehdi, bienvenue. Salut Thomas. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Très content de te recevoir. Euh, pour situer un tout petit peu ce que tu fais avec les gens, sache pourquoi on se parle aujourd'hui. Donc, tu es ultra runner. Ouais. Tu fais de la course de très longue distance. Mmh. On va s'en parler dans l'épisode. Il y a deux projets, en particulier deux courses auxquelles tu as participé, sur lesquelles j'aurais bien aimé revenir avec toi. Parce que je pense qu'elles ont été pleines d'apprentissage. Au-delà de ça, tu es aussi créateur de contenu, enfin, tu publies régulièrement sur les réseaux sociaux, tu documentes pas mal tes aventures, tu bosses avec un certain nombre de marques. Je te le disais Yes. juste avant d'enregistrer, je trouve tes contenus super cool, encore plus content de te recevoir, puisque très admiratif de ton travail. J'ai pour habitude d'emmener mes guests en commençant un épisode en plongeant directement dans une situation pour essayer de rentrer dans le vif du sujet direct. Donc, j'aimerais revenir avec toi sur Atacama, Ouais. 40 kilomètres de la ligne d'arrivée, Yes. et là, tout s'arrête. Est-ce que tu peux nous en parler? Yes. Avant de rentrer dans le sujet, déjà merci de me recevoir. Avec Merci, plaisir. pour, tout ce que tu viens de dire, ça me va droit au cœur. Je suis très content aussi, d'être là et d'aborder ces sujets avec toi. Pour, rentrer directement du coup dans le vif du sujet, Atacama, ça a été un projet, dans lequel je me suis, lancé avec, toute l'insouciance, du monde. À la base, il devait se faire avec un peu plus de personnes autour de moi. La finalité des choses, ça a été que, j'étais accompagné uniquement de ma copine. Ça a été mon premier projet très longue distance. J'avais eu quelques expériences, en trail avec un Mhm. dossard, avec des courses beaucoup plus structurées, mais jamais plus que 100 kilomètres Mhm. finalement. Et je me suis, lancé là-dedans, comme on se lance dans un projet comme celui-ci, en essayant d'être préparé au mieux, mais sans savoir réellement, à quelle sauce on va être mangé parce que ça fait beaucoup de variables qu'on ne gère pas. Hem, Est-ce que tu veux que je rentre directement en allant, droit au but, en expliquant, Pour peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, je tu peux nous reposer le contextualise? contexte, ouais, OK, nous dire ok, à quoi correspond l'épreuve, quel OK. est le contexte, un peu les, les éléments clés, ou en tout cas, tu parlais de variables, Ouais, dans les conditions un peu auxquelles tu as été confronté, ou en tout cas qui sont spécifiques à cette course-là. ouais, Comme ça, on situe bien l'environnement, et puis après, on OK. déroule en Alors partage. pour, poser le contexte, du coup, Atacama, c'est une course qui, fait partie, du TSP, Speed Project. C'était, la deuxième année que cette course était réalisée. On connaît, beaucoup le projet par rapport à la course qui va de LA jusqu'à Vegas Mhm. et là, c'était la deuxième année qu'ils proposaient, la course, Atacama, du coup, qui traverse le désert, d'Atacama. Le tracé original avait été, changé par rapport à l'année précédente parce qu'il traversait trop de routes, il Ok. longeait trop de routes et c'était, un peu dangereux, Mhm. dans la réalisation. Ce qu'il faut savoir sur le Speed Project grossièrement pour faire une parenthèse dessus, c'est que tu as un point A, un point B et c'est toi qui te débrouilles pour, Ok. rejoindre ce point B en partant du point A. Ou après tu as ce qu'ils appellent la route, originale en fait, c'est, une route que eux ont tracée et tu peux la prendre, mais c'est généralement une route qui est beaucoup plus, longue et beaucoup plus, potentiellement dure que, Ok. les routes que tu pourrais tracer par toi-même. Ok. Moi, j'avais décidé de partir sur la route, traditionnelle Mhm. parce que je me suis dit, quitte à faire le projet, le but pour moi, c'était pas forcément d'être le plus rapide, mais de vivre une grande expérience. Mhm. Atacama, c'est un désert qui est considéré comme étant le désert le plus hostile du monde parce qu'il est Rien que ça. très sec. En fait, il Mhm. y a rien, il y a pas signe de vie. Et c'est aussi un désert qui est en altitude. Mhm. Donc, on monte, le plus haut que je suis monté, c'est à 4 470 mètres d'altitude. Et on va dire que la majorité de la course se déroule à plus de 3000. Donc, il y a quand même cette notion d'altitude
que j'avais pas du tout géré. Mmh. Donc un paramètre en plus, je m'y suis rendu quelques jours auparavant, mais pas assez pour avoir une quelconque acclimatation, Mmh. juste pour me rendre compte que ça allait être compliqué comme aventure. Et du coup, la route faisait à peu près 400 kilomètres, Mmh. la route traditionnelle. Et avec un départ qui se faisait à 1000 mètres d'altitude, 50 kilomètres plus loin, tu te retrouvais déjà à plus de 3000. Oh Donc ça putain. annonçait Ouais, OK. directement la couleur. Et comme je le disais, je suis parti uniquement avec ma copine, un ami qui devait être avec nous. Malheureusement, n'a pas pu être présent Mmh. en dernière minute. Mais ce qui était assez drôle, c'est qu'au meeting de présentation, tout le monde avait au moins 5 personnes avec lui, des caméramans, quelqu'un qui conduisait, d'autres qui prenaient le relais sur la conduite, d'autres qui étaient là pour Pour la strapper, pour la nutrition, les nutrition, soins, enfin, ouais. une belle équipe. Mmh. Et moi, quand je me suis présenté, je leur ai dit, ben voilà, je suis là avec ma copine. Et tout le monde était choqué parce que Ouais, tout le monde savait à quelle sauce on allait être mangé, quoi. ouais, OK. Effectivement, donc si je résume, tu as à la fois une très longue distance, Mm. en altitude, Ouais, avec des dénivelés assez agressifs, puisque tu le ouais. disais, tu passes de 1000 mètres à Mm. 3000 mètres en 50 kilomètres, dans un milieu assez inhospitalier, donc très sec, Mm. etc. Donc tu as une accumulation Ouais. de variables ou de conditions. Et des changements de température qui sont aussi assez forts. On Comme passait c'est de souvent le 40, cas dans le désert, en exactement, journée il fait très chaud, j'imagine, et la nuit, exactement, on passait de ouais. 40 degrés à -1 en l'espace de 2 heures, quoi. Ouais. Donc ça, pour le corps, c'est quand même assez dur. Et donc malgré tout ça, tu arrives quand même à te rapprocher, du coup, très, très près, de la ligne d'arrivée Mmh, puisque, comme je le disais en préambule, heu, donc les auditeurs l'auront compris, tu as pas fini la mmh, course et tu as été contraint d'abandonner à ouais, 40 kilomètres de la ligne d'arrivée. mmh, Donc entre le départ et ça fait quoi? Ça fait 360 ouais, à kilomètres de course à peu de choses peu près, c'est près, ouais. ça? Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ce qui s'est Ouais. passé et qu'est-ce qui fait que tu as été contraint ce jour-là, d'abandonner, bah, pas si loin du but que ça? Parce Ouais. que voilà. Pour revenir avant, je pense qu'il y a aussi un truc, qui est intéressant, dont on peut parler, c'est toute la phase préparatoire, en Bien fait, sûr, ouais. à cet événement-là. J'ai vraiment mis ma vie en pause pendant plusieurs mois uniquement pour me préparer à ça du mieux Mmh. que je pouvais. Donc, je me suis dit: «Bah, de toute façon, pour se préparer à un ultra, il faut courir, Mmh. courir beaucoup». Donc, je me suis mis à courir, énormément. J'ai la chance, avec mon métier de créateur de contenu, de pouvoir, m'octroyer, ce temps. Mais c'est aussi un temps que j'ai pris où je me suis dit: «Bah, en fait, il y aura pas de collaboration, il y aura rien. Mmh. En fait, sur l'aspect professionnel, mon but, ça va être de me préparer à ça et d'y mettre vraiment, corps et âme». Mmh. Du coup, je me suis énormément préparé du mieux que je pouvais. Donc, je suis arrivé sur cette course avec une volonté de finir qui était vraiment démultipliée, parce que je me suis dit, en fait, tout ce que j'ai fait à l'entraînement, il va falloir C'est pas que pour rien. maintenant, Ouais. voilà, ça paye. Toutes ces choses que j'ai mis de côté, il va vraiment falloir que je puisse, voilà, tu vois, me livrer à 100% dans cet objectif. Donc, je suis arrivé là-dedans avec la plus grande démotivation, ce qui fait que même à la fin, enfin, moi, je voulais pas arrêter, mais je Mmh. reviendrai dessus un peu plus tard. Donc on se lance, dans cette 1re journée. Ce qui est drôle, c'est que sur la ligne de départ, on est 9. Donc 9 sur une ligne de Ouais, départ, ça fait pas ouais. beaucoup. Ça en Et dit long à la fois sur le côté exigeant du truc, parce que exactement, si on est que 9 à s'aligner sur la ligne de départ, c'est que exactement, l'épreuve est clairement pas accessible à tous, quoi. exactement. On Ouais. était parti. En plus, le brief de départ, on nous dit: «Bon, ben là, en fait, si vous avez déjà vécu, LA to Vegas, il faut que vous fassiez x100 sur la difficulté que vous avez rencontrée, auparavant». Ah Donc ouais. déjà, ça nous met dans une ambiance en nous disant: «Ça va être un beau morceau auquel vous vous attaquez». Je pars avec toute l'insouciance du monde, comme je le dis, mais je pense, ce qui me définit un peu, dans les objectifs que je me lance à moi-même. Et on se lance, on est 9 à partir. Au début, on est un petit groupe, ça commence à se détacher, assez rapidement. Chacun un peu a sa stratégie, mais on est tous dans une stratégie un peu, conservatrice, en se disant: «Bon, Mmh. ben il y a quand même 400 bornes, qui nous séparent de l'arrivée, donc va pas falloir, jouer la tête de Mmh. course dès le début». Mais rapidement, je me retrouve, on va dire, dans les premiers à se détacher. Il y a une fille qui, elle, part, mais elle nous atomise dès le début jusqu'à la fin, et c'est elle qui gagnera, Ah ouais. l'aventure. Donc à ce moment-là, c'est un peu dur à se jauger, parce que tu as envie en même temps de rester avec le groupe, Mmh. parce que tu te dis que c'est quand même, tu es dans un désert, c'est très, hostile, comme je le disais. Donc tu te dis: «Bon, ben la bonne stratégie, c'est quand même d'être avec un groupe de personnes». Forme de sécurité quelque Voilà, part de exactement. ouais. On nous avait conseillé aussi quand même d'être avec, des gens,
aussi parce que ma copine était toute seule Mmh. à s'occuper de moi et pour qu'elle aussi puisse bénéficier d'une forme d'assistance auprès des autres Mmh. participants. Et donc, du coup, c'est un peu la stratégie qu'on joue sur les 2 premiers jours. OK. Je me retrouve rapidement avec un gars avec qui on va faire, quasiment 2 jours d'affilée et aussi, on essaie de se retrouver pour pouvoir dormir parce qu'on est au milieu d'un désert. Mmh. Il y a possiblement, voilà, des choses qui peuvent se passer. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de trucs comme Mmh. ça, donc on essaye, voilà, d'être safe et de se retrouver à 2. C'est ce qu'on nous avait conseillé. Donc pendant 2 jours, je fais cette aventure-là avec, Philippe Mmh. et Gaston, qui OK. étaient, aussi, les seules personnes comme nous à être, 2, mais qui connaissaient OK. très bien l'environnement parce qu'ils habitent au Chili. OK. Et du coup, en fait, moi, dès le premier jour, je chope une infection pulmonaire. Au début, je savais pas ce que c'était, mais je sens rapidement que j'ai les bronches qui sont, vraiment prises, que, je commence à avoir du mal à respirer Mmh. et je sais pas réellement ce que c'est, mais petit à petit, je vais avoir des, marqueurs, qui vont, m'amener, vers la piste de l'infection pulmonaire. Ça commence, assez doucement, mais petit à petit, c'est de plus en plus dur. Comme je le dis, j'ai des voies respiratoires qui commencent à être, bien bouchées. L'altitude, le sec et tout ça, ça me brûle aussi les lèvres et cetera, mais ça, c'est une conséquence, on va dire, que beaucoup ont dû vivre. Mais moi, le virus fait que, je me mets à cracher du sang, je me mets à saigner Ouais. du nez, je me mets à commencer à ne plus avoir de sensation Mmh. sur la partie droite de mon corps. Sauf que, moi, je suis arrivé jusqu'ici en me préparant, donc j'y vais à la tête baissée. Le manque de sommeil et cetera fait que tu perds aussi en lucidité. Ouais, ça altère le jugement forcément, ouais. Mmh. Exactement. Et puis, moi, je suis arrivé jusqu'ici, donc s'il faut que j'aille lâcher, mon dernier souffle, j'irai, tu vois? Mais tu essaies de mettre de la légèreté au milieu de tout ça en te disant: «Bon, c'est peut-être le manque de sommeil, bon, c'est peut-être, tu vois, ça fait partie aussi de l'altitude peut-être». Mmh. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même les, personnes qui arrivent en altitude et qui ne courent pas, il y en a certaines qui vomissent, il y en a d'autres qui s'évanouissent. Enfin, c'est vraiment, Mmh. l'altitude fait que Mmh. il y a des, physiologiquement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et bref, et du coup, en fait, mon état s'empire de jour en jour. Il y a des Mmh. photos sur mon compte, je sais pas si tu les as vues, on voit que je suis bleu, Mmh. gris et Mmh. cetera. Et du coup, je peine quand même à avancer. La personne avec laquelle, j'avais partagé ces 2 premiers jours de course, elle, au bout d'un moment, elle se Fait détache. sa course quoi, ouais, elle Exactement. continue, ouais. Et on se retrouve, seul avec, ma copine. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce tracé-là, tu croises aucun village quasiment. OK. On en a croisé un et après, le dernier que tu vas croiser, c'est, 100 kilomètres avant, l'arrivée OK. et après tu en croiseras plus, pendant les 100 derniers kilomètres. Donc en fait, il y a très peu d'assistance, tu te retrouves, seul un peu, mais moi j'essaie quand même de garder cette forme un peu d'insouciance, et du coup, voilà, les jours commencent à être longs. Ma copine essaye de pas me montrer qu'elle s'inquiète pour moi, mais en même temps, les gens, de ma famille, mes Mmh. amis et cetera et les personnes qui me suivent commencent à identifier, des signes, «Ouais, là, c'est pas bon, en fait». Mmh. Je l'ai su après, mais et en ouvrant après derrière mes DM que, le stade d'après, c'était le tombeau, quoi. Donc parce que j'avais plus assez d'oxygène qui circulait. C'est pour ç D'où ma couleur, Oui, j'étais quand gris, quand quand bleu tu et deviens cetera. quand tu deviens bleu en général, ouais, ça trompe pas, ouais. Exactement, et le Mmh. fait que je commence à plus du tout sentir, un côté, en fait, je me pinçais, je sentais plus rien. Tout le côté droit, en fait, il était, insensible à la douleur Ouais. et en fait, le dernier, jour, là, j'arrive quasiment plus à avancer, quoi. Ouais. Je marcher, ça m'essouffle et je suis très restreint dans ma capacité respiratoire. Je OK. suis là, Ouais. je respire comme Respiration ça. hyper superficielle, et cetera. Ouais, Exactement. OK. Et bon, cracher du sang et saigner du nez en même temps, généralement, c'est des marqueurs qui, Ouais, traduisent un état de santé qui est pas forcément c'est jamais un bon favorable. signe, Non, peu importe le contexte. Ouais. exactement. Et donc du coup, on s'approche petit à petit, de la fin. Donc, moi 40 kilomètres après en avoir fait plus de 300, je me dis: «Eh bon, mais c'est pas possible Ouais, je peux pas que» m'arrêter là, quoi, je ouais, exactement. ouais. En fait, l'abandon, à aucun moment, peu importe l'état dans lequel j'étais, a été une option qui était envisageable, pour moi. OK. Je m'étais trop préparé et en soi, c'est assez marrant de dire ça, mais j'étais bien moi là-dedans, tu vois? Bon, Mmh. j'étais mal, mais j'étais bien en même temps. Mmh. Parce que je vivais la première grande aventure de ma vie, il y avait ma copine à côté de moi. J'ai humainement, mine de rien, c'était, les moments que j'avais partagés avec, Philippe, Mmh. c'était incroyable et en fait, il y a tout qui est décuplé, tu vois? Toutes Mmh. tes émotions, tes sensations et il suffit que tu cultives quand même des bonnes émotions et bonnes sensations et ça t'accroche, ça te permet de t'accrocher, en fait, à ça.
Sauf que, beh, le fait de partir tout seul avec, ma copine, du moins d'être tout seul avec ma copine, j'ai quand même une part de responsabilité dans tout ça Bien sûr. et c'est vraiment le genre de d'objectif quand même et de projet qui est un peu égoïste, en quelque sorte, Mmh. parce que tout va tourner autour de toi. Les personnes qui sont avec toi mettent leur vie complètement en parenthèse Mmh, mmh mh. pour, se dédier à l'aboutissement de ton propre projet. Donc chacun vit une aventure à son échelle, mais on va dire que le personnage principal du truc, Mmh. ça reste toi. Et bah, moi, ma copine, elle vit une aventure qui, pour elle, mentalement, physiquement, est quand même assez ouf. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se douche pas, du coup, pendant, Ouais, tous les jours où on passe dehors. ouais, Elle est dans un 4x4 à me suivre au pas parce que j'arrive plus à courir à bout d'un ouais. moment ou même quand je cours, bah, je cours pas à 20 km/h, hein, et même Ouais, auquel ouais. cas, elle est dans un 4x4 manuel à passer des Toute la vitesses journée, toute la ouais, journée, tu vois? Et elle voit son, mec en train de cracher du sang et ouais, elle reçoit des messages de ma famille qui s'inquiètent, des ouais, personnes qui lui disent: «Non mais là il va crever», et donc du coup, ben elle, elle sait pas comment réagir avec moi. ouais. Elle se dit: «Il faut que je l'aide pour pouvoir qu'il puisse aller au bout de son projet dans lequel il a investi, toute sa vie Mmh, pendant mmh quelques mois, mais en même temps je vais pas le laisser crever le mh. mec». Ouais, jusqu'à quel point je le soutiens dans sa démarche, y Exactement, compris quand se rend bien compte qu'il est en train de se faire du mal, assez sérieusement, quoi. La souffrance est inhérente à ce genre de challenge. Tu sais que tu oui, vas souffrir et que ce sera dur, mais à quel moment ou à quel endroit tu poses la limite, quoi? Et en exactement, particulier quand, bah, entre guillemets, «c'est pas ton projet», quoi. C'est-à-dire que tu es exactement. là pour soutenir l'autre, donc ouais, ça devait pas être simple pour elle, ouais. C'était pas simple, franchement, on en a discuté un peu. Elle aussi, elle a un podcast, donc elle a aussi, échangé sur Mmh. sa propre aventure. Mais, elle a vécu la pire des aventures. Franchement, Mmh. son aventure, elle était bien plus dure que la mienne, hein. J'imagine que vous avez pas vécu la Ah chose de non, la même façon, ouais, moi, en clairement. fait, tu vois, j'avais juste une mission, c'était foutre un pied devant l'autre, en Ouais, réalité. ouais, Le reste, je m'en occupais pas. Elle faisait mon contenu, elle me faisait à ouais, bouffer, elle ouais, préparait mes affaires, elle faisait en sorte que la course se passe bien, elle mettait de la crème, enfin, elle ouais, faisait tout, tout, tout. ouais. Et du coup, au bout d'un moment, j'arrive, bah, à ces 40 kilomètres avant la fin et elle, elle était fatiguée, elle s'endormait au volant. On était sur une voie rapide où on Mmh. avait des camions de chantier qui passaient à plus de 100 kilomètres/h à côté de moi. À chaque, fois qu'on passait à côté de moi, il y avait tout un petit, c'était juste un tout petit rebord pour pouvoir marcher ou courir et franchement, j'avais l'impression que j'allais passer sous les roues, Ouais, tu à m'étonnes. chaque fois. Bref, ça fait partie de la course en soi. Mais elle, c'était dangereux qu'elle roule au pas au milieu de Mmh, cette route-là où tu avais des camions qui arrivaient, pleines patates. mmh, Et donc du coup, je lui ai dit: «Beh, tu sais quoi? Moi, je vais encore courir, pour 10 kilomètres. Avance-toi, tu dors comme ça et quand je te rejoins, on repart». mmh, Et elle fait ça, donc elle part et en fait, quand elle part, moi, je me sens déjà quand même assez, enfin, je suis clairement entamé, mmh mh. plus que comme il faut. Et en fait, à chaque pas que je fais, j'ai la tête qui part en arrière et je sens que je vais m'évanouir. Ah ouais. J'arrive plus à respirer du tout, bon, je continue à cracher du sang et tout ça, mais ça f maintenant, c'est devenu, une Ouais, partie du c'est projet, quoi. ouais. Et sauf que vraiment là, je suis, à pas savoir si je vais tenir debout sur le prochain pas que je vais faire, devant moi. Oh Et là, je l'appelle, je lui dis: «Écoute, là, il faut que tu reviennes parce que je vais m'évanouir et j'arrive plus à respirer et tout ça». Et je monte dans la caisse et vraiment, je respire comme ça. Et genre, elle me voit, je suis gris, bleu et elle voit que mes yeux, ils sont, pas ouais. très nets et là, elle s'effondre, elle se met à chialer, de toute son âme et moi, je me retrouve face à ça en essayant, de la consoler, quoi, tu vois? Ouais, avec Mmh, ce qui te reste de ouais, ressources et c'est de ça, lucidité, à ce moment-là, quoi. Ouais. exactement. Et bah, là, je prends un peu quand même mes responsabilités en lui disant, le truc, c'est que là, si je m'évanouis, je suis tout seul sur une voie rapide. Le premier hôpital, il est à 100 kilomètres. Il y a personne autour et c'est elle qui va devoir me ramasser au milieu de la route pour me foutre dans le camion et partir. Donc en Mmh. fait, ça devient dangereux, pour elle et je lui dis: «Beh, écoute, je vais essayer de dormir et si quand j'essaie de repartir, c'est pas mieux, ben, On arrête, je te quoi. promets que j'arrête». Elle sait, enfin, elle est inconsolable. Genre, elle OK. fait que pleurer et en me disant: «Je veux pas te perdre» et tout, donc on en est là, quoi. On n'est Mmh, pas mmh. au truc de: «Non, vas-y, tu peux arrêter si tu veux, si tu as mal» et j'essaie de dormir tant bien que mal. Je me relance, premier pas que je fais, j'ai la tête qui commence Mmh. à repartir, j'ai exactement les mêmes sensations et bah, j'avais fait une promesse, donc je suis quand même obligé de la tenir et là, je lui fais le signe, «Bon, Stop, on ben arrête. ça c'est terminé, on arrête». Et du coup, elle me charge dans la caisse et direction, Calama qui était la première ville proche de là où on était, à 80 kilomètres, donc c'était quand même une ville qui était assez loin Mmh. et bah, là, direction les urgences. OK. Waouh! Mmh. OK.
Il y a beaucoup de choses beaucoup de fils que j'ai envie de tirer par rapport à tout ça. Je vais essayer de prendre les choses dans l'ordre. Tu mentionnais, on est passé, et tu as bien fait de le dire, on est passé relativement rapidement dessus, le côté préparation Ouais. et les sacrifices, Mmh. ou en tout cas les choix que tu avais fait pendant cette préparation. Donc, tu as parlé du fait de mettre en pause notamment ton activité professionnelle pour pouvoir te consacrer principalement à ce sujet-là, enfin la préparation de cette Mmh. course. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choix, compromis, sacrifices que tu as dû faire avant la course? Et après, on déroulera le fil de Mmh. tout ce que tu nous as partagé sur le déroulé de la course. Mais je suis curieux aussi de savoir un projet de cette ampleur, qu'est-ce que ça implique? Euh, Mine de rien, le fait de se dire sciemment pendant plusieurs mois, bon, bah, je mets mon activité professionnelle Mmh. entre parenthèses. C'est évident pour tout le monde que ça a des implications, que ça a des conséquences. Mmh. J'imagine que c'est pas la seule chose sur laquelle tu as dû faire des compromis ou des Ouais. sacrifices pendant cette préparation. Bah, socialement, tu te coupes un peu de tout. En Mhm. fait, ce qu'il faut voir, c'est que sur certains blocs d'entraînement, je cours 6 heures par jour, Mhm. plusieurs fois par semaine. Mhm. Donc, du coup, bah, socialement, tu vois rien Difficilement après. compatible C'est ouais, ça, avec exactement. une vie Et sociale ma normale. vie à ce moment-là, elle se résume vraiment, hein. Mhm. Manger, dormir, m'entraîner. Ok, Rien d'autre. ok, Et quand je te dis rien d'autre, c'est il n'y a rien d'autre. ok. Et j'essaie de dormir 12 heures par nuit, je fais des siestes, au milieu, et je cours, 6 heures dans ma journée. Donc bon, Ouais. dans une journée de 24 heures, le Ouais, calcul, ça va vite, ça ça va va vite, vite. tu vois? Ouais. Donc socialement, ben quand même, je me coupe de ça. Après ça, c'est pas forcément un truc qui est très dur pour moi parce que j'ai quand même, une âme assez, solitaire, donc je Mhm. ça me dérange pas particulièrement, de me couper. Mais bon, ça fait partie quand même, tu vois, des choses qui sont importantes dans la vie, de Mhm. cultiver quand même, ton cercle social, et Mhm. tout. Ça demande aussi à ce que, en fait, tout tourne un peu autour de moi et de mon projet. Mhm. Parce que moi, je me coupe socialement de mes amis, mais ma copine est obligée d'en faire, autant, Mhm. quasiment, on va dire. Donc même si, à chaque fois, j'essaye, de faire en sorte, de présenter les choses à ma copine et maintenant elle me connaît quand même très bien pour savoir toutes les répercussions que ça va avoir. Donc c'est un peu un projet, qu'on dessine à 2. Mhm. Bon, la mauvaise idée de toujours me dire oui, donc bon après, après elle sait dans quoi ça Ah, va marquer. tant qu'elle le fait en conscience et qu'elle sait ce que ça implique, Exactement. voilà. Et ensuite, c'est on va dire que c'est ça le plus gros, Mhm. le plus gros compromis que tu es amené à faire. Et aussi, moi, je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses et Mhm. là, ta vie, elle se résume à une chose. Focus, quoi. Exactement. Ouais, ok, très clair. Tu as dit un truc qui m'a interpellé quand tu parlais un peu du quotidien de la course. Mmh. Et il faut quand même se rappeler, parce que là, tu nous le décris. Enfin, moi, j'étais en train de me mettre dans tes pompes. Je me dis, putain, c'est 4 5 6 jours qui doivent te sembler être une éternité, quoi. Mmh. Tu sais, j'essayais de me projeter à ta place et je me disais, mais les heures doivent te paraître extrêmement longues quand tu es dans ce contexte-là, etc. Mais tu as quand même dit quelque chose, et tout ça évidemment magnifié par, enfin amplifié par la souffrance Mmh. physique, psychologique, on reviendra un peu après là-dessus. Mais tu as parlé d'essayer de mettre un peu de légèreté dans tout ça, Mmh. et que un moyen de justement réussir à surmonter un petit peu toutes ces choses-là, parce que les symptômes que tu nous décris sont quand même assez forts. Tu vois, tu dis, Ouais. j'ai du mal à respirer, je sens bien que je suis pas bien oxygéné, je commence à plus sentir un côté de mon corps, je crache du sang, j'ai sens je saigne du nez, etc. Et parce que tu l'as mentionné deux, trois fois, j'ai le sentiment que une des techniques ou un des outils que tu utilises dans ces moments-là, c'est d'essayer de se dire, OK, comment est-ce qu'on remet quand même un petit peu de légèreté dans tout Mmh. ça? Euh, D'où ça devient ce truc-là? Comment est-ce que tu en es arrivé à te dire, tiens, ça c'est un... Et je sais même pas si tu le formalises comme ça dans ta tête, mais c'est un outil intéressant ou c'est une béquille sur laquelle je peux m'appuyer quand ça devient dur pour essayer peut-être de créer un peu de distance Mmh. avec ce qui est en train de m'arriver, pour prendre du recul sur l'expérience, sur ce que je suis en train de vivre, pour peut-être changer la narrative Ouais. que je me raconte autour de ce que je suis en train de vivre et de l'expérience dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. Je suis curieux que tu m'en dises un peu plus là-dessus. En fait, tu vois, pendant la phase de préparation, j'ai, volontairement, je me suis pas simplifié la tâche, volontairement aussi. Ok.
Je courais jamais avec des écouteurs, enfin, je partais pendant Mmh. 6 heures, j'étais tout seul et je faisais toujours le même tracé quasiment. Donc, Mmh mh, mmh. les centimètres carrés du canal, je les connais par cœur et volontairement, en fait, j'amenais de la monotonie, dans tout ça, de l'ennui et cetera et je me poussais à me mettre dans des situations qui étaient pas faciles. Mmh. Déjà, l'entraînement n'était pas facile en lui-même. Quand tu enchaînes 2 fois 60 kilomètres ou 3 fois 45 kilomètres et tout ça, c'est pas forcément facile. Mais moi, volontairement, je me mettais dans des situations mentales, qui m'apportaient pas du plaisir, quoi. Mmh mh, mmh. Et du coup, je me suis créé des petites armes au fur et à mesure, qui, m'ont permis de me dire: «Bon, ben, en fait, si à un moment tu traverses, quelque chose, enfin si, à un moment de ta course, il y a un moment qui est très compliqué, tu auras ces petits outils-là». Alors c'était généralement des souvenirs que je faisais, revivre. OK. C'était, des souvenirs que j'essayais de creuser aussi. C'était des questions auxquelles j'avais pas de réponse, mais, qui étaient présentes dans ma vie depuis longtemps et aussi, voilà, c'était pas mal de petits trucs où je me suis dit: «Bah, en fait, ça me servira» et ce pourquoi, en fait, pendant la course aussi, j'arrive à rajouter de la légèreté, c'est parce que j'ai envie d'être là, tu vois? C'est moi qui me Mmh. suis foutu dans ce bourbier et au moment où j'y suis, en fait, j'aimerais être nulle part ailleurs, Mmh tu mh. vois? C'est, heu, c'est un moment où ça compte tellement pour moi et au final, je me sens tellement bien, j'ai l'impression vraiment d'être à la place où je dois être que c'est facile, en fait, pour moi de mettre de la De légèreté dans relativiser. tout ça et de relativiser et j'ai aussi toutes les armes que j'ai construites pendant la préparation, mais en soi, le truc le plus important, c'est que je suis à la place où je dois être, où j'ai envie d'être, quoi. OK. Alors ça appelle une grande question qui me fascine. Tu l'as dit tout à l'heure, tu même dans l'état dans lequel j'étais, heu, abandonner, c'était même pas une option Mmh. et quand je t'écoute parler, enfin, j'ai le sentiment que tu le fais plus pour ta copine que pour toi. Ouais, C'est-à-dire ouais, qu'à un ouais, moment, clairement. tu dis: «J'ai fait une promesse, je vois que je la fais souffrir. On savait que ce serait dur, mais c'était pas mon intention. À aucun moment, Ouais, je l'ai emmenée là-dedans pour, la voir s'effondrer en larmes c'est au sûr. au volant d'un 4x4 sur le bord d'une route», Mmh. enfin, tu vois? Hem, c'est quoi ta motivation? Enfin, qu'est-ce qui te pousse? Parce que, tu vois, il y a le constat, de je me suis donné pendant des mois, je me suis infligé, des journées, des semaines, des mois de prépa pour en arriver là. J'ai pas fait tout ça pour rien, je peux pas abandonner. Ça, je pense que c'est vrai, mais je pense que ça tient jusqu'à un Oui. certain point. Puis il y a quand même un moment où ce truc-là, tu te dis: «Attends, mais là, en fait, j'arrive même plus à rationaliser. Pourquoi est-ce que je m'inflige Mmh. ça?» Tu vois? Donc qu'est-ce qu'il y a derrière ça? En fait, si tu veux, bon, ça va être le moment peut-être un peu plus deep de la Mmh mh. conversation. Reste je dirais ça, ouais, mais ça fait un petit moment, j'ai perdu mon beau-père Mmh. et en fait, pendant toute la course, il y a un truc où je me dis: «En fait, ça, c'est pas compliqué ce que je suis en train de vivre». Ce qui est Mmh. compliqué, c'est ce que ma sœur, donc c'était son père, ce qu'on a vécu, ça, c'est compliqué, tu vois? Ce que moi, je Mmh. vis là, c'est rien, tu vois? À côté de Mmh. tout ça et en fait, c'est toujours ce que je me dis, c'est que là, c'est pas compliqué ce que tu vis. Toutes les émotions que tu as traversées jusqu'à maintenant, ce que ta sœur, a vécu, tu vois? Et ce qu'elle a dû surmonter, ça, c'est compliqué. Moi, que je sois malade, que je me sente pas bien et cetera, c'est pas pire, quoi, tu vois? OK. Il y a pire dans la vie et en OK. fait, c'est ce truc-là de me dire: «En fait, ce que tu vis là, c'est rien par rapport à ce que tu as vécu auparavant, c'est rien par rapport à ce que ta sœur, vit encore à ce moment-là» et du coup, tu pas le droit, en fait, de juste arrêter parce que c'est dur, parce que t'es pas bien et tout, parce que, bah, il y a des gens très proches de toi et moi-même qui vivons ou qui ont vécu des choses qui sont bien plus douloureuses que ce que je suis en train de vivre là, quoi. OK. Hem, c'est déjà merci de partager ça, parce que j'imagine que ça doit pas être des choses qui sont faciles à évoquer, tu vois? Non, je pense même pas l'avoir déjà dit, tu Mais, vois? heu, mais bah, du coup, j'apprécie l'honnêteté, et je trouve ça assez, en fait, ça me parle, donc je vais te rendre l'appareil parce que je pense que tu as dû le voir à mes réactions, ça Mmh. ça a suscité quelque chose chez moi parce que moi, j'ai eu des gros problèmes de santé il y a 10 ans. OK, J'ai passé 6 mois en chimiothérapie, enfin, tu vois? Un truc OK. assez costaud, quoi et ce que tu évoques là, c'est exactement, le truc sur lequel, je m'appuie, quand je traverse des périodes difficiles. Mmh. Tout est relatif, mais je me dis: «Attends mec, tu vécu tellement pire, ce que tu es en train de vivre là, Et c'est» ouais, alors oui, c'est pas facile, mais c'est pas non plus, dramatique, quoi c'est ça. et hem et je trouve que c'est un outil qui est puissant parce que, bah, tu t'appuies sur le contraste entre
des choses que tu as déjà pu vivre ou Mmh. dont tu as pu être témoin, et la situation dans laquelle tu te trouves, et ça t'aide encore une fois à relativiser, créer de la distance, etc. Exactement. Je pense que la seule limite de ce truc-là, c'est que pour que ça soit efficace, il faut que tu l'aies vraiment vécu de près. Donc soit Ouais. c'est toi, soit c'est quelqu'un qui t'est très très proche, et donc tu l'as constaté, et tu l'as vu, et tu l'as Mmh. vécu heure par heure, etc. Et tu vois, parce que je pense que le côté se dire qu'il y a des gens qui vivent pire que toi ailleurs Oui, dans le bien monde, sûr. ça marche Non, jusqu'à un certain point, parce que au final, tu l'as pas vécu il y a dans pas ta chair, d'affect et il n'y a pas là-dedans. d'affect, et donc du coup, tu peux pas trop t'en servir comme moteur Exactement. pour continuer à avancer quand ça devient difficile. Mais je pense effectivement que c'est un moteur qui est assez puissant. Et, et l'autre chose que je trouvais intéressant dans ce que tu as dit, c'était pendant la prépa, je me suis volontairement euh, compliqué la vie. Je me suis mis dans des situations, que ce soit les blocs d'entraînement ou les conditions dans lesquelles Mmh. j'étais amené à les affronter, euh, pour créer de l'inconfort proche, dans la mesure du possible, de ce à quoi j'allais être confronté par la suite, pour pouvoir développer des outils qui allaient me servir. Et c'est marrant parce que dans tous les trucs que tu as évoqués, je m'attendais pas à ça. Mmh. Donc, revivre des souvenirs, creuser des souvenirs, des grandes questions auxquelles j'ai pas de réponse, qui sont des trucs très concrets. Tu vois, c'est Ouais. des choses où je trouve qu'on peut tous se poser la question de savoir comment est-ce que je peux m'approprier ce truc-là pour justement, quand je suis dans des périodes qui sont longues, monotones, que je me retrouve face à moi-même, bah, comment est-ce que je peux habiter cet espace d'une façon qui soit la plus constructive possible, ou en tout Mmh. cas trouver des outils sur lesquels m'appuyer pour traverser ces périodes-là. Euh, on le mentionnait juste avant de commencer à enregistrer, et c'est ce que je te disais, et je me dis que c'est peut-être le bon moment pour creuser ce sujet-là. Moi, j'éprouve une fascination pour l'ultra longue distance, quelle que soit la forme que ça prend, euh, parce que je trouve que c'est le type de discipline qui cultive la patience. Tu te forces à cultiver la patience, que ce soit la préparation en amont et ce que tu vis le jour J, tu vois, Mmh. que ce soit une course sur plusieurs jours, etc. Et ce que je te disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse là-dedans aussi, c'est que de fait, tu passes beaucoup de temps avec toi-même. Et si tu arrives à résister à la tentation de meubler ce temps-là avec des stimulations extérieures, Mmh. donc tu vois, te foutre des podcasts, de la musique, des trucs comme ça, et tu te dis, bah, quitte à passer du temps sur la route solo, je vais essayer d'en profiter pour passer du temps avec moi et voir ce qui émerge. Je pense effectivement que ça doit être très formateur. Mmh. Donc tu dois apprendre pas mal de choses. Je serais curieux d'avoir ton retour Ouais. là-dessus. Bah, déjà, tu te rends vite compte si tu es à l'aise avec toi-même ou pas, Mhm. à partir du moment où tu, tu toutes les distractions extérieures. Parce que tu te rends compte que les distractions extérieures, ça va un temps, hein. Même quand tu es en Mhm. train de courir, au bout d'un moment, tu te fous un podcast, tu te fous une musique, tu te fous un Mhm. machin comme ça. Mais quand tu cours pendant 6 quatre heures, cinq jours, ouais. genre, t'en as plein la tête, tu vois, Ouais. d'avoir des trucs dans les oreilles. Et donc, rapidement, en fait, tu te retrouves confronté à ta propre personne. Mhm. Et moi, j'ai pas trop de problème avec ça. Donc, je m'en suis rendu compte assez vite bah, justement, à travers ces expériences-là. Mais avec mon métier, je suis aussi quelqu'un qui est très sollicité. Mhm. Bah, je suis sur les réseaux aussi constamment, tu vois. Pas tant des fois pour faire de la veille, hein. Des fois, je suis Mhm. comme tout le monde en train de scroller comme un porc avec aucune Finalité ou ambition de rien de bien développement. productif derrière. Il y a rien de profond Ouais, là-dedans. ouais. Et donc, du coup, en fait, volontairement, je me suis mis dans cette disposition-là où je me dis, bah, en fait, faut pas que j'ai besoin de quelque chose d'extérieur pour me sortir de cet état-là. Mhm. Aussi, que je sois en accord avec le fait que l'ennui, ça fasse partie de l'aventure. Mhm. Parce que franchement, mec, quand tu as des lignes droites de 100 kilomètres devant toi où t'en vois pas le bout, ben, même si tu as des trucs à te dire, il y a au bout d'un moment où tu seras au bout, tu vois, et tu vas te faire Ouais, chier. ouais. Donc, il fallait que je sois en accord avec ça. Je me Ok. dis, bon, ben, en fait, ouais, c'est chiant des fois, tu vois. Ouais, Et c'est OK. Il ouais, faut pas que je cherche particulièrement à me sortir de ça. C'est, bah, vis le truc, tu vois. T'as plus rien à te dire. T'as pas forcément de musique que tu as envie d'écouter. Tu te fais chier, ben vas-y, hein, ouais, continue à te ouais, faire chier, tu vois. Ça ouais. fait partie, finalement, de ce qu'on devrait ressentir un peu De dans notre quotidien, l'expérience tu vois. humaine Ouais, voilà, c'est ça. normale, entre guillemets. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, on est toujours à vouloir combler ce truc-là, à avoir toujours des sollicitations extérieures pour pouvoir combler cet ennui-là. Mhm. Mais moi, ça m'a aussi rappelé un peu ma jeunesse, tu vois, quand j'étais plus petit. Et
Tu sais, je viens d'une petite campagne où il Mmh. fallait que, je trouve les armes par moi-même pour Ouais. pouvoir, me sortir de cet ennui-là Mmh. et je trouve que c'est ce qui a éveillé le plus ma créativité, ma curiosité, c'est de me faire chier, en fait, tu vois? Mmh mh. Et donc du coup, j'essaie de retrouver un peu, cet état-là et d'accepter cet état, finalement, d'ennui et aussi ce truc de, en fait, je suis seul avec moi-même. Si jamais je prends la carte du podcast ou du truc, c'est vraiment que je suis au fin fond du gouffre, tu vois? OK. Il faut vraiment que j'aille toucher le fond et que, il y ait plus aucune technique, que je peux, avoir par moi-même, tu vois? Plus aucune discussion, que je peux avoir avec moi-même pour m'en servir, tu vois? OK. Donc OK. Tu as trouvé des réponses à certaines des grandes questions que tu t'étais ouais, posées? ouais, de ouf. OK. En vrai, tu refais un peu, des fois le fil de ta vie et c'est surtout aussi, tu sais, je te disais de faire revivre des Mmh. souvenirs et des fois un souvenir appelle un souvenir Mmh mh. et du coup, je trouve que c'était, hyper fort d'aller chercher aussi loin dans ma mémoire et il y a des fois où en fait tu refais un peu l'histoire de ta vie, des moments et ça te redonne le sourire et tu redonnes vie aussi à certaines choses. Je te disais, tu vois, que j'avais perdu, mon beau-père Mmh. et j'ai fait revivre mais un tas de souvenirs oubliés, tu Ouais, c'est vois? beau. Et je trouve que le fait d'avoir des fois des sources extérieures, pour pouvoir, te sortir de l'ennui, ça t'empêche finalement de revivre des choses que tu as vécues. On est toujours, on te dit: «Ouais, le passé, ça sert à rien de vivre dans le passé» et cetera, mais il y a des belles choses qui t'ont permis de te construire Mmh mh. et qui font partie, de ton histoire et qui valent le coup finalement de revivre et du coup, ouais, je m'entraîne à ça et après, ouais, forcément, des questions, des fois, complètement existentielles et des questions à la con, que tu te poses, et tu essaies de trouver les réponses. Parce que finalement, maintenant, c'est ce truc-là, en fait, c'est ce truc de tu as tellement de sollicitations extérieures, surtout dans une ville comme Paris, tu vois? Mmh. Où tu as une question qui arrive, mais tu pas le temps de trouver les réponses. Mmh Et mh. moi, je suis dans cette démarche-là de me dire: «OK, on va rassembler toutes les questions, que je me pose et on va essayer de trouver, des réponses, des fois qui sont complètement foireuses, surtout quand tu pas dormi depuis 4 jours. Donc les réponses que J'imagine, tu ouais. trouves, Ouais, des fois, elles sont un peu bancales, tu vois? ouais. Mais au moins, tu as cette réflexion, derrière la question, quoi. Mmh. OK. Ah, c'est intéressant. Hem, donc Atacama, tu arrives pas à aller au bout. Ouais. Tu reviens en France. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Bah, déjà, le moment où tu dis que tu arrêtes avant de Mmh. repartir en France, c'est, en fait, ça met un point final à la course. Ça y est, Mmh. tu vois? Tant que tu es encore sur place, tant que même si tu es allongé et cetera et que tu avances pas, tu pas arrêté, Tu tu pas encore mis dans un le point jeu. final, tu es Tu encore dans encore le dans le jeu. jeu, ouais. À partir du moment où tu as dit: «Stop», tu es monté dans la voiture, tu as fait demi-tour, bah, ça y est, ton Mmh. aventure, elle est terminée, tu vois? Mmh mh. Et cette sensation-là, je l'avais jamais ressentie, auparavant. J'ai, eu quelques échecs dans ma vie, des trucs comme ça, mais cette sensation de te dire: «OK, le projet, Il est terminé, fini, ouais. c'est fini». Honnêtement, ça a été la pire sensation, on va dire, de ce type-là que j'ai pu ressentir parce que, ça met fin à tout ce que tu as Mmh. créé, tu vois, jusqu'à maintenant. Ça met fin à toutes tes attentes. Ça met aussi une sensation un peu d'échec à, tout ce que tu as pu, mettre de côté, quoi. Tu te dis, «Bon, ben, en fait, j'ai mis tout ça de côté pour au final arrêter au bout de 40 bornes» Mmh. et c'est un sentiment vraiment de dégoût, tu vois? Tu Mmh. es dégoûté. Et pour autant, pendant la course, je me disais: «Ouais, j'ai envie d'une chose, c'est de prendre une douche», tu vois? Me retrouver dans un lit. Quand, ensuite on arrive, dans l'hôtel, parce qu'après ça a été un combat pour trouver un hôtel à 4 heures du mat, tu Ouais, vois? Qui j'imagine. nous accepte. Ce truc-là de confort, en fait, ça marque encore plus le point final de ton aventure et le confort me dégoûte. Genre, OK. le fait d'être dans un lit, ça me dégoûte, ça m'énerve. Mmh. C'est un tas d'émotions, négatives, tu vois? Le fait de prendre une douche, ça m'énerve aussi, ça me dégoûte. Enfin, vraiment, je suis pas du tout dans un état, favorable et Mmh. pas du tout un moment où j'arrive à prendre du recul sur la situation. Je sais malgré tout que c'était la chose à faire, le fait de couper, mais je suis pas du tout en accord avec ça. OK. J'ai toujours eu, tu vois, depuis on n'est pas revenu sur mon enfance ou quoi, mais j'adore moi les personnages qui vivent des aventures, tu vois? Que ça soit des personnages fictifs, ou Mmh. non, que ça soit des dessins animés ou des films, les personnages qui vivent des grandes aventures, ça m'a toujours, fasciné et c'est ce que j'étais en train de réaliser pour moi, tu Mmh. vois? Je retrouvais là ce côté un peu enfant
et le fait de mettre un terme à ça, beh, ça met un peu un terme, tu vois, à la philosophie dans laquelle j'étais. Donc il me faut quand même un petit moment, avant, de me dire, de retrouver des sentiments positifs à tout ça, d'avoir quand même une forme de satisfaction dans les choses accomplies. Mais ouais, je rentre en France un peu, vidé, tu vois? Tu sais pas trop en fait, l'ultra, tu vis tellement intensément, pendant, quelques jours, tu vois? Que vraiment en l'espace de 4 jours, 4 5 jours, tu as l'impression d'avoir plus appris sur toi-même et d'avoir vécu plus de choses que tu as vécu sur toute ta vie, tu vois? Mmh. Et donc du coup, l'arrivée, le retour, bah, c'est, forcément accompagné, d'un grand moment de vide, tu vois? Mmh. Tu vis, tu es encore dans le désert, tu vois? Ouais, ouais. Et tu en rêves et tu vois, tu te réveilles, tu as l'impression d'être dans la voiture encore. Parce que bon, les conditions de couchage, c'était pas les meilleures Ouais, aussi, surtout quand tu as ouais. une infection. Mais du coup, ouais, tu vis, que dans l'aventure et tu essayes de te dire: «Bon, ben, maintenant, il va falloir retrouver un quotidien sans ça, quoi». Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a aidé à surmonter cette période de deuil? Je pense qu'on peut parler de ça, tu vois? C'est un sentiment, de perte, tu Ouais. vois? Tu dois dire au revoir à quelque chose, qui t'a habité pendant longtemps, auquel tu as consacré énormément de temps, d'énergie, Mmh. autour duquel ta vie a tourné pendant longtemps. Est-ce qu'il y a tu vois, tout à l'heure, on parlait des outils qui t'ont aidé à Mmh. faire face à la monotonie, à la préparation, au fait de passer du temps avec toi-même et cetera. Est-ce que dans ce contexte-là, il y a des choses qui t'ont permis, à un moment de clôturer, cette aventure pour pouvoir, commencer Mmh. potentiellement à envisager la suite? Bah, en fait, avec le temps, tu te rends compte que tu as créé quand même beaucoup de souvenirs, tu vois? Tu as Mmh. des souvenirs qui sont gravés. J'ai vécu ça qu'avec, ma copine, donc je pense qu'il y en a pas beaucoup à avoir Mmh. vécu ça avec un de ses proches et en fait, c'est tous les souvenirs que tu as. Finalement, ça vaut de l'or, tu vois? C'est Mmh. c'est ce que j'étais parti, chercher, en allant aussi, me confronter à quelque chose d'aussi fort, c'est créer des souvenirs et voir des choses que je j'ai jamais eu l'occasion de voir auparavant, creuser au plus profond de moi-même et je pense que au bout d'un moment, j'ai réussi à me dire: «En fait, là, je suis allé chercher vraiment au plus profond de moi-même» parce que Mmh. l'état dans lequel, j'étais, là, tu me dis: «Beh, tu repars et tu vas te mettre dans le même état». Franchement, ça serait impensable Mmh. et donc du coup, finalement, je me suis rendu compte que j'avais trouvé ce que j'étais allé chercher Mmh. et ce pourquoi j'avais entamé toute cette démarche-là, finalement, les cases, elles étaient cochées. Donc certes, j'ai pas, fini, la course, mais tout ce pourquoi j'ai entrepris la course, bah, c'était un succès quoi, disons, en quelque sorte. Presque la façon dont j'ai envie de le formaliser, c'est, se rappeler, en tout cas redéfinir le succès dans le sens: «Attends, attends, au final, mon ambition, oui, finir la course évidemment, ça aurait été une belle conclusion à cette Mmh, histoire, mais au fond, c'est pas ce que j'allais chercher et quand bien même j'ai pas fini la course, est-ce que j'ai trouvé ce que j'étais parti chercher?» exactement. Ce ce Est-ce que le travail que tu fais à ce moment-là, c'est te rappeler ce qui t'a motivé à t'investir dans la course en premier lieu? Ou est-ce que c'est, avec un peu de recul, au fond, ce que je cherchais à vivre, c'était ça, et ça, je l'ai eu même si j'ai pas fini Mmh. la course? Il faut toujours un peu de recul, tu vois, à la Mmh. suite d'expériences comme celle-ci. Tu pas une clairvoyance, «Bon, ben ça y est, j'arrête, j'ai pas traversé la ligne. Ah beh, c'était Mmh. trop bien tout ce que j'ai vécu», tu vois? Mmh. Tu quand même, en tant que compétiteur, tu vois, cette truc-là de te dire: «Bon, ben t'as pas passé la ligne, donc t'as pas Mmh. réussi ton projet», tu vois? Mmh. Mais après, quand tu prends un peu de recul, ça demande du temps quand même, plus ou moins, en fonction de la manière dont tu le vis et c'est de se dire que de refaire le point, comme tu le dis, mais en fait, pourquoi t'as entamé ça, tu vois? Mmh. Et moi, c'était l'aventure, c'était me découvrir, c'était apprendre sur moi, c'était, réussir aussi à accepter, certaines choses et donc du coup, en fait, toutes les cases, vraiment, elles étaient cochées donc après ça, à partir du moment où j'ai réussi à faire ce constat-là, j'avais plus cette, nostalgie, de, la ligne d'arrivée, même si Mmh. finalement, elle aurait été, préférable. Mais en soi, dans la course, elle est anecdotique, tu Mmh. vois? J'ai traversé, OK, c'est cool. Mais finalement, j'avais vraiment cette sensation, mine de rien, d'avoir mis un point final à ce que j'étais allé chercher, quoi. Ouais. C'est quelque chose qui me plaisait bien, je saurais plus te dire où je l'ai lu, mais c'était sur un de tes posts Instagram où tu disais au fond, heu, le fait de passer la ligne d'arrivée, c'est pas la motivation principale, ce que je cherche à faire, c'est vivre une aventure, et tu le disais déjà, enfin, en tout
tout cas, ça me plaisait beaucoup dans le discours que tu portais par rapport à ce genre de projet et Mmh. d'accomplissement. C'est de se dire, oui, évidemment que bah, je me suis investi, je me suis préparé, j'ai envie d'aller au bout. Mais en fait, quand je prends un petit peu de recul, ce qui me motive surtout, c'est l'aventure, et en particulier l'aventure humaine. Clairement. Là, tu l'as vécu avec ta copine. Du coup, c'est une transition Mmh. en douceur vers l'Islande qui est arrivée pas longtemps après, puisque mon objectif, c'était aussi bah, de voir comment est-ce que tu avais vécu Atacama et en quoi ça avait changé la façon dont tu as préparé, Mmh. euh, pour reprendre un terme, ce nouvel arc Ouais. qui était celui de l'Islande. Euh, et donc, du coup, quels étaient les objectifs aussi que tu te fixais dans cette nouvelle aventure, Ouais. justement. Donc là, tu nous as parlé de bah, voilà ce que j'ai traversé. Donc ça clôture l'aventure. Au moment où j'arrive à l'hôtel, tout me dégoûte, quoi. Je suis même pas en capacité d'apprécier le Mmh. confort que je retrouve parce qu'en fait, psychologiquement, j'en suis pas là et j'ai besoin d'avoir cette phase pour voilà, prendre un peu de recul par rapport à tout ce que j'ai vécu, me rendre compte que même si j'ai pas traversé la ligne d'arrivée, j'ai réussi à avoir tout ce que j'étais parti chercher en vivant ce truc-là. Et donc, le retour en France. Et si je me trompe pas dans la chronologie, l'Islande n'arrive pas si longtemps que ça 6 mois à après. peu près, ouais. Ouais, c'est De ça. un peu plus de 6 mois après, ouais. Donc très vite, tu te retrouves à devoir, j'imagine, enchaîner bah, sur de nouveau ta prépa, préparer le projet, parce que Mmh. là, en plus, c'est pas lié à une course, un Non. truc que tu fais en Ouais. autonomie. Enfin, dans le sens, c'est pas affilié à un événement, c'est un Non du challenge tout. que tu te fixes toi-même et tu pars avec ton équipe pour te dire, OK, on va traverser l'Islande, je crois, du nord au sud, c'est Ouais, ça? Ouais. exact. 400 kilomètres et on va essayer de le faire en Moins de 4 jours. moins de 4 jours. Mmh. J'avais ça en tête, mais je crois que tu l'as clôturé en 96 heures. En 3 jours et Ouais, 20 heures, ouais. ouais, ok. Donc mission accomplie. Ouais. Euh, Comment tu capitalises sur tout ce que tu as vécu euh, au moment d'Atacama pour justement repartir au final très vite sur un Ouais. nouveau projet euh, d'une ampleur similaire, tu vois, Mmh. à toi, enfin, t'es mieux placé que moi pour me dire en quoi les deux sont différents Ouais. et voilà, mais comment tout ce que tu as vécu avec Atacama t'a servi pour l'Islande. Bah, déjà, tu en apprends quand même beaucoup sur toi-même, ta capacité à endurer aussi et tu apprends après, des choses qui sont très pragmatiques, sur, ce type de course-là. Mm. Donc la manière dont tu dois gérer ton alimentation, la manière dont tu dois gérer, ton pace de course, ton sommeil et cetera. En fait, le truc, c'est c'est un peu un no man's land d'informations sur ce genre de discipline-là Vous n'êtes parce pas nombreux à le faire, ouais, donc c'est ça. ouais. Donc en fait, tu apprends au fur et à mesure. Mm. Heu, Quand on prend par exemple un 10 kilomètres sur route, bon, bah, tu as des stratégies qui peuvent s'appliquer à peu près à tout le monde. Là, finalement, en fait, quand tu es bien préparé physiquement, tu as rempli 50 du job Mm. et 50 du reste, La logistique, quoi. non, ouais, c'est Tout ce qui aussi vient. quelque chose que tu maîtrises pas, Mm. finalement, tu vois? Il y Mm. a 50 des choses que, tu peux être préparé sur le plan logistique, tu peux être préparé sur le plan physique et cetera. Tu as 50 en fait d'inconnu et plus la distance s'allonge et plus l'inconnu Mm. est importante Mm. parce que, bah, il va se passer, beaucoup, beaucoup de choses et donc du coup, bah, voilà, l'idée, ça a été de me servir de ce que j'ai appris et qui pouvait être, retranscrit là-dessus, Mhm. sachant qu'on était sur une distance qui était un peu près similaire et en soi, j'avais vécu le pire déjà, Mm. tu vois? Mm. Parce que, beh, les conditions que j'ai Tout ce vécues à qu'on évoquait tout Atacama, à l'heure, c'est ça, l'altitude, le désert, les amplitudes de température, exactement. le dénivelé, enfin, ouais, ok. Exactement. Donc j'y vais, tu vois, avec quand même un peu plus de légèreté en me disant: «Ouais, bon, de toute façon, j'ai affronté le pire». J'y vais avec un peu quand même de désinvolture, tu vois, là-dedans, en me disant: «Bon, vas-y, j'ai fait Atacama, maintenant c'est bon, je peux tout Mm. faire», tu vois? Mm. Donc bon, je suis pas préparé de la même manière, quand même pour aller chercher, cet objectif-là. Je capitalise quand même sur la préparation que j'avais qui est, Mm. pas très loin finalement de ça. Mais je me suis blessé quand même pendant la préparation, d'Atacama. Donc j'essaye quand même de prendre des pincettes avec, la préparation telle que je l'ai mis en place. J'essaie de garder un certain nombre de volumes et je fais plus les mêmes choses que ce que j'ai fait parce que j'ai senti que mon corps était pas prêt. Mm. Finalement, ça fait pas si longtemps que ça que je cours Mm. mais j'ai un peu des comportements obsessionnels, donc j'ai tendance à aller très loin dans les choses très vite. Et donc, du coup, je me dis, bon, calme-toi avec la prépa, vas-y, cool, tu vois. Va moins dans l'extrême, parce que là, j'étais parti chercher les extrêmes, tu vois. Et essaie surtout de te
concentré sur la logistique parce que logistiquement, tu peux, si tu es mal organisé, bah, en fait, ça peut vite foirer, tu vois? Mmh. Juste pour des problématiques de logistique. Tu beau être prêt sur le papier, physiquement, tu es en capacité d'encaisser C'est le ça. volume sur la période. Si ça suit pas derrière, ça peut mettre, fin à ta course de manière prématurée, Exactement, quoi. Mmh. exactement et en fait, je pense que mon virus, il est dû à une problématique logistique, Mmh. plus qu'autre chose où je me retrouve à dormir dehors, enfin bref, une Mmh. connerie, quoi et donc là, j'essaie quand même de me focaliser aussi sur la partie logistique, mais je me lance dans ce projet un peu différemment, si tu veux. Atacama, c'était un projet, dans lequel j'étais parti, sans partenaire, sans rien du tout, donc avec vraiment l'aventure, quoi. Mmh. Et là, je pitch quand même un peu le projet. Je suis accompagné en partie, par une marque. Je dis en partie parce qu'ils n'ont pas financé l'intégralité, Mmh. du projet. J'ai financé une grosse partie et du coup, il y a d'autres enjeux quand même qui accompagnent cette course. Il y a un peu plus de travail de recherche de partenaires et cetera et il y a plus de monde aussi autour. Mmh. Parce que, bah, mon but, c'est quand même aussi d'alléger, ma copine, de pas toujours la foutre dans un bourbier, impensable et donc du coup, c'est de me dire: «OK, j'ai besoin de quand même de qui pour que l'aventure se passe bien et qu'elle, elle soit soulagée, de ce fardeau, qui accompagne Et chacun de mes, et en ça aussi, tu as l'expérience d'Atacama dans le sens où, tu le disais tout à l'heure, on arrive au briefing, ouais, on est 9, on est 2 ouais, coureurs à être accompagnés que d'une seule personne. Les autres, ils ont 4, ouais, 5, c'est 6, ça. 7 personnes autour d'eux. Moi, je pense que d'avoir vécu ça, «la première fois» entre guillemets, Ouais, ça te fait ouais. prendre conscience de: «Ah oui, donc en fait, la logistique d'une course comme Et celle-ci, oui, oui, ça implique, d'être équipé, enfin d'être entouré, quoi». exactement Mmh. et donc du coup, voilà, je me lance là-dedans en essayant d'être un peu plus concentré sur la partie logistique et ce pourquoi je choisis l'Islande, c'est parce que tout simplement, ça me fait rêver. J'ai quand même Mmh. besoin, dans ce genre de projet qui physiquement est très dur, mentalement aussi, de me projeter en me disant: «Ouais, je vais voir des trucs de malade», tu vois? Je vis un peu alors j'essaie de pas vivre en anticipation le négatif, mais j'essaie de vivre un peu le positif aussi pour me faire rêver, tu vois? Pour Mmh. me garder attaché à ce projet-là parce que quand tu prépares quelque chose, j'ai commencé à préparer ça en janvier, il faut que ça tienne, tu vois? Sur les 6 prochains mois et que ça continue à t'animer, tu vois? Mmh. Donc du coup, voilà, c'est ce pourquoi je choisis l'Islande parce que les paysages me font rêver, parce que ça me paraît être, quelque chose, voilà, dans lequel je vais vivre une aventure, tout aussi extraordinaire que celle d'Atacama et j'essaie de réunir, voilà, des gens qui vont pouvoir, m'accompagner là-dedans, quoi. Mmh. OK. C'est une question que je voulais te poser parce que, la nature de ce que tu fais, nécessite ou implique une préparation au temps long et moi, il y a un truc avec lequel je me bagarre, qui est très, très compliqué. Je crois énormément au temps long, au à l'importance d'être patient, de construire sur le long terme et cetera et c'est ce que j'ai appelé le milieu un peu boring, tu vois? Mmh. Tu as OK, je prends la décision d'y aller, je suis motivé comme jamais, tu as l'enthousiasme du Ouais, début. Quand tu t'approches de la fin, tu as l'excitation de: «Ça y est, on y arrive, ça va être le moment» et puis tu as tout le milieu ouais. que je trouve psychologiquement extrêmement dur et où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils se fixent des objectifs un peu ambitieux qui vont impliquer de prendre du temps, de mettre de l'énergie, de mobiliser de la ressource, pendant plusieurs, mois, Mmh. parfois plus longtemps, je pense que le risque de décrochage à ce Ouais. moment-là, il est énorme. Comment est-ce que tu gères cette période-là? Bah, ce qui est marrant, c'est que Atacama, par contre, c'est un truc qui m'a tenu tout le long. J'étais excité, du moment où j'ai commencé à le préparer, jusqu'à la fin. En fait, OK. c'était vraiment une flamme qui est restée allumée, en moi parce que je me concentrais que sur ça. En Ouais. fait, c'est ça qui le matin, je pensais Atacama, le soir quand je me couchais, je pensais à ça. J'ai pensé à ça tout le long de ma prépa. Mmh. Donc là, le moment où j'ai, décidé de le faire et où je l'ai fait, il s'est passé quand même, ouais, à peu près 6 mois aussi, c'était mars et donc du coup, ça c'est resté vraiment un feu qui brûlait en moi. Autant l'Islande, ça a pas forcément été le cas parce que j'ai pas décidé d'en faire autant et de mettre ma vie entre parenthèses et cetera parce que, bah, au bout d'un moment, faut que je gagne ma vie, tu vois? Mmh. Et en fait, c'est surtout qu'après Atacama, c'est là où, j'ai commencé à avoir davantage de collaborations. C'est là où, professionnellement, ça a commencé à davantage, marcher et donc du coup, il fallait quand même que je puisse répondre Ouais. à cette chance-là, Saisir qui les m'était donnée. opportunités, qui se Exactement présentaient à ce moment-là, ouais. et en fait, ça a été très riche pendant Mmh. ce laps de temps-là où j'ai décidé, de partir en Islande et où où je suis parti en Islande et où le projet a commencé à émerger, Mmh. dans ma tête et donc du coup, bah,
j'ai la chance de faire un métier, où je suis hyper épanoui. Ch Dans ma vie, je suis aussi, hyper épanoui et donc en fait, j'ai eu sollicitation sur sollicitation et finalement ce laps de temps-là, je ne l'ai pas vu passer. OK. Mais c'est aussi quelque chose qui, je pense, sépare les 2 objectifs. C'est qu'il y avait moins quand même de feu qui brûlait en moi à l'approche de l'Islande qu'à l'approche d'Atacama quand même. OK. D'accord. Parce qu'il y a plein en fait, il y a eu plein de choses qui se sont passées entre et je vivais tellement de choses et j'essayais de les vivre quand même, pleinement et de pas Mmh. être dans la projection uniquement de cet objectif-là, que quand je suis arrivé, je me dis: «Waouh déjà, faut déjà partir», tu vois? Je me Mmh. dis: «Ouais, c'est un truc de fou, il s'est passé 6 mois, je les ai pas vus passer, quoi». Mmh. OK, très clair. Hem, j'aimerais bien, qu'on discute un peu du rapport que tu entretiens à la souffrance, à la douleur plus que la souffrance, que la distinction est importante. Mmh. Hem, pourquoi je dis que la distinction est importante? Pour poser un élément de contexte quand même. Il y a une équation entre guillemets que j'aime bien qui est, la souffrance est égale à la douleur multipliée par la résistance. L'idée de se OK. dire, distinguer les 2 en fait, la douleur, c'est le signal physiologique Mmh. de «j'ai mal» et la résistance, elle se cristallise surtout autour de l'histoire que je me raconte par rapport à la Ouais. douleur que je OK. ressens et donc ça peut venir potentiellement amplifier, la douleur. Intéressant. Donc ça, c'est une petite, un petit modèle, mental que Mmh. j'aime bien. Mais en fait, je trouve que, quand on s'engage dans des projets comme le tien, surtout quand on regarde un petit peu, les personnalités qui gravitent, émergent, prennent la parole autour de ce genre d'événements, il y a un truc avec lequel moi je suis pas hyper à l'aise et c'est pour ça que je suis curieux d'avoir ta perspective. C'est, pour reprendre un exemple de quelqu'un que beaucoup de gens connaissent, je prends David Goggins par Ouais. exemple, tu vois? Donc Goggins qui est un ancien, Navy SEAL, qui est sur le circuit de l'ultra longue distance depuis très longtemps, qui a fait, je pense quasiment toutes les courses Mmh. emblématiques ou presque qui existent aujourd'hui sur la planète et qui a ce truc un peu de, stay hard, tu Ouais, vois? ouais. Genre, discipline à l'extrême, mais en fait, ce qui me dérange le plus dans son discours, c'est qu'il a fait de la souffrance une condition à l'accomplissement, Ouais. plus qu'une conséquence potentielle. Mmh. En fait, tu vois, je suis pas à l'aise avec ce discours autour de, si t'as pas souffert, ça vaut rien, Ouais, tu vois? Ou ouais. presque, tu dois en passer par là, une forme de baptême du feu, et si t'as pas souffert, c'est que ça compte pas, tu vois? Ouais, ouais. Hem et hem et j'ai le sentiment, dans ce que tu donnes à voir, tu vois, que tu as un rapport à ce sujet-là qui me paraît beaucoup plus sain. Mmh. À la fois, accepter que c'est une composante de l'équation et que ça fait partie de l'aventure, sans pour autant le glorifier, Ouais, tu vois? ouais. Et je pense que c'est important parce que, heu, tu vois, il y a pas mal de bros, sur, Instagram ou sur les réseaux sociaux, qui je pense, il y a un risque en tout cas d'influencer, pas forcément dans le bon sens du terme, toute Mmh. une génération et de faire croire aux gens que si t'as pas souffert, c'est Ouais, ouais. c'est que c'est tu t'es pas assez donné, c'était Mmh. pas important ou ça compte pas, quoi. Donc je suis un peu curieux d'avoir ta perspective sur le sujet. Bah, dans ce genre de projet, la douleur physique, on sait qu'elle fait partie, un Mmh. peu, de comme tu le dis, de l'équation. C'est même pas en soi à se demander: «Est-ce que je vais ressentir de la douleur?» C'est juste de savoir quand est-ce que ça va arriver et Mmh. savoir si, tu vas pouvoir passer au-delà. Donc ça fait partie quand même un peu de l'équation. Après moi, j'essaie de mettre un peu de nuance dans ce que va, dire, Goggins. Enfin après aujourd'hui, je pense que Mmh. c'est son, Son fonds de commerce son, aussi voilà, quelque son fonds part. de Ouais. commerce en quelque sorte. Mais, la chose que je trouve vraie dans ce qu'il partage et si je pouvais enfin, si je pouvais sortir quelque chose de ce qu'il dit, comme étant un peu une vérité, Mmh. c'est que tu apprends jamais autant presque que, quand tu vas traverser, cette souffrance, là. Mmh. Parce que c'est à ce moment-là où tu vas réellement savoir si, tu as les armes, ou non et si, tu, vas passer, au-delà et si les choses ont de l'importance réellement. Donc après la douleur, la souffrance, il y a des échelles. Mmh. Tu vois? Typiquement, quand tu as un projet qui galère à se lancer et cetera, tu as une forme de alors je sais pas comment tu la caractériserais. Est-ce que c'est de la enfin, Mmh. je pense de la souffrance de te dire: «Ouais, je mets tout ça en place et il y a rien qui marche». Mais en Mmh. fait, tu vas devoir passer ce stade-là, pour pouvoir, enfin, tu vas devoir passer ce stade-là et tu vas en apprendre quand même beaucoup sur toi-même en te Mmh. disant: «Ouais, j'ai réussi quand même à supporter ça». Donc je trouve que
il y a beaucoup de choses à apprendre dans la souffrance, mais pour autant, il faut pas que ça soit particulièrement quelque chose que tu vas chercher à chacun de Mmh. tes objectifs, parce que je pense que tu as un capital aussi à pas dépasser. Et avant que ça devienne trop destructeur et que ça soit réellement nocif Mmh. finalement pour toi. Donc je dirais que voilà, il y a cette vérité, ce fond de vérité quand même, que dans la souffrance, tu apprends quand même beaucoup, mais que faut pas que ça soit une fin en soi, parce qu'après ça devient un rapport qui est très malsain Ouais. finalement. Ok, je suis aligné avec toi. Euh, Justement, il y avait, j'avais vu passer un truc sur ton compte Insta où tu disais, euh, je crois que c'était sur un post Instagram, mais tu disais qu'en gros, le seul moyen de savoir si tu es résilient, c'est de te tester, quoi. Ouais, En c'est gros, ça. enfin, tu peux pas déclarer du jour au lendemain que tu es résilient sans avoir des preuves matérielles concrètes sur Exactement. lesquelles t'appuyer pour pouvoir le dire, quoi. Et puis après, ça pose la question de savoir à quel point. C'est-à-dire Ouais, que tu es résilient, ok, dans le cadre de ce référentiel-là, mais qu'est-ce qui exactement. se passe si on en sort, si on pousse le curseur un peu plus loin, jusqu'où ça tient. Et je suis d'accord avec toi sur le fait de se dire, déjà, il y a plusieurs types d'épreuves, Mm. formes d'inconfort. Ça peut aller du léger inconfort à la douleur Ouais, insoutenable. Il y a aussi un curseur qui est de se dire jusqu'où je pousse le truc, mais aligné avec toi sur faut pas que ça devienne une ouais, finalité. ouais. Et je pense que c'est un peu ça qui me fait peur, moi, dans ce genre de discours, c'est la Mm. dérive de vouloir toujours pousser le curseur plus loin, non pas parce que, enfin, la perspective et l'envie de se dépasser, je la comprends parce que moi aussi, Mm. c'est un de mes gros moteurs au quotidien, mais presque d'en faire une condition Ouais. sine qua non. C'est genre, ce projet ne vaut pas le coup parce que je vais pas souffrir Ouais, ouais. suffisamment dans le contexte de ce truc-là, tu vois. Mais en vrai, si tout est smooth, tant mieux, tu vois, j'ai envie de dire. Ouais, Si tu oui, montes oui. un projet, que tout va Ouais. bien, machin, et cetera, ben franchement, tant mieux. Mais si jamais tu essayes, comme justement, de te dire, est-ce que je suis résilient et tout ça, moi, je trouve que ce qui est dur, c'est de pas avoir de preuves à fournir à toi-même. On Mhm. s'en fout Mhm. de prouver des choses aux autres, tu vois, en Mhm. réalité. Mhm. C'est, moi, j'avais vraiment envie de me dire, ok, je suis résilient, courageux, etc. Mais qu'est-ce qui me le prouve, tu vois, mis à part un discours interne? Est-ce que j'ai des choses sur lesquelles m'appuyer? Et je trouve que les preuves sur lesquelles tu t'appuies, par la suite, quand il t'arrive quelque chose de compliqué, bah, tu peux t'appuyer dessus. Et je trouve que c'est ça qui va te permettre des fois de passer certaines étapes en te disant, comme on le disait au début du podcast, attends, j'ai surmonté ça, maintenant ce qui arrive, vas-y, let's go, tu vois, Mhm. j'ai vécu la souffrance, j'ai vécu la solitude, j'ai vécu un sentiment vraiment de désespoir et tout, ça y est, je connais, tu vois, Mhm. j'ai les armes pour faire, pour passer au-delà, et je trouve que c'est vraiment ce truc-là qui change quand justement, tu t'y es confronté. Et je pense que euh, la nuance importante pour moi là-dedans, à mon sens, hein, c'est que, et c'est un peu l'écueil des réseaux sociaux d'une manière générale, c'est la course au Mm, sensationnalisme. Et je pense que ce que tu viens de dire qui est très important, c'est te prouver à toi-même et les autres, on s'en fout. Mais ce que ça implique aussi, c'est que tu peux y aller graduellement. bien Tu vois, sûr. c'est un truc où euh, je pense que le plus gros risque, c'est de se dire je suis resté assis sur mon canapé ces 5 dernières années, let's go courir un marathon Ouais, du jour au ouais, lendemain. Non, frérot, c'est pas comme ça que ça non, se passe dans la vie. Déjà, lève-toi, fais le tour du pâté de maison, et puis dans 2 semaines, tu feras 5 kilomètres, et dans 3 mois, tu en feras 10, et etc. bien sûr, etc. Et d'élargir comme ça, et petit à petit, sa zone d'inconfort, tu vois, bien enfin, sûr. le terme consacré, c'est la zone proximale de développement, c'est-à-dire j'ai ma zone de confort, et c'est quoi le bon niveau Mm, d'inconfort, donc à quel point je m'aventure en dehors de cette zone de confort pour à la fois être challengé et grandir, mais sans prendre le risque non plus de faire des constats d'échec à bien répétition, sûr, ce qui finira immanquablement par tuer ma motivation. clairement. Et dans ce processus-là, comment est-ce que j'accumule de plus en plus de preuves de ma capacité à faire les choses? Exactement. Et chaque nouvelle preuve vient nourrir justement ce discours interne que tu évoquais. Et c'est marrant parce que j'ai posté une vidéo sur le sujet où je débunkais un peu les affirmations Mm, positives en disant en fait, tu peux te répéter toute la journée devant ton miroir que tu as confiance en toi, que tu es résilient, machin. Ton cerveau, il n'est pas dupe, hein. Si tu n'as ouais, aucune preuve matérielle sur laquelle t'appuyer, bah, ça crée une dissonance cognitive. Et du coup, exactement.
au moment où tu en auras besoin, cette croyance-là, tu pourras pas la mobiliser parce que tu auras rien sur lequel t'appuyer pour justifier ce que tu racontes, tu vois? Et justement, comme tu le disais, tu vois, quand tu passes d'être assis sur ton canapé à courir un marathon, forcément, tu vas au-devant d'un échec, tu vois? Mmh. Et l'échec cumulé, ça va détruire ton discours interne sur lequel tu Ta vas pouvoir confiance en toi, t'appuyer, ouais, lorsque tu en auras besoin. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, il faut, comme tu le dis, y aller graduellement. Après, chacun place, sa règle comme il le souhaite, tu vois? exactement. Mais, je pense qu'il y aurait pas tout ça sans des schémas de comparaison. Il y a personne aujourd'hui, je pense, qui se lancerait, de 0 à 42 si jamais il y avait pas cette comparaison aux autres, ce truc de se dire: «Bon, ben en fait, c'est pas spectaculaire parce que, beh, il y a des gens qui ont fait toujours plus». Tu vois, moi, au moment où je fais, par exemple, l'Atacama, au moment où je fais, l'Islande et cetera, je le vois plus comme une aventure que comme un projet de performance parce que autour de moi, je peux avoir, des exemples qui me disent: «Bah, en fait, la performance, il y a des gars qui vont faire 2 fois plus vite que toi», tu vois? Il y a Mmh. des gens qui vont pas dormir du tout sur les 4 jours. Il y a des gens qui vont, tu vois, être, beaucoup plus performants que ce que tu as pu l'être sur chacun de tes objectifs. Donc, je me dissocie vraiment de la performance et je place l'aventure au milieu de tout ça parce que, j'ai pas envie que des schémas de comparaison viennent biaiser finalement, ce que j'essaie de créer et ce que je cherche, tu vois? Donc, je trouve que ces schémas de comparaison, ils nous amènent à faire des choses des fois extraordinaires, parce que ça nous pousse, tu vois? Ça nous motive avec cet esprit de compétition. Moi, au même titre, il te fait faire des conneries, tu aurais pu, faire beaucoup mieux, construire des choses beaucoup plus durables et beaucoup plus solides en y allant pas à pas, quoi. Mmh. Je suis d'accord avec toi et bah, je suis un fervent défenseur du faire passer le process avant le résultat, Mmh. ou en tout cas au maximum essayer de se dégager ou se dissocier, du résultat final pour essayer de se dire: «Bah, le process est une fin en soi», Ouais, et c'est ce que tu enfin, clairement. c'est un peu comme ça que je l'ai compris quand tu disais: «J'essaye de garder l'aventure au centre». C'est-à-dire que indépendamment de sa conclusion, Mmh. ma motivation première, c'est surtout de vivre un truc incroyable avec, des gens que j'apprécie, dans des environnements qui me font rêver, Clairement. d'aller chercher, mes propres limites. Et si, machin à côté, il fait mieux, il va plus vite et cetera, bah, tant mieux pour lui, mais au Ouais, fond, c'est pas pour ça que j'y vais. Moi, je exactement. je cherche à me confronter à moi-même et voir jusqu'où je peux aller si je repousse mes propres limites. Hem, OK, et juste sur la comparaison, je je pense que ça peut être un levier de motivation intéressant au départ, Mmh. mais je suis assez sceptique sur le fait que ce soit un levier de motivation pérenne, tu vois? Ouais, Sur le ouais, bien long terme, sûr. un truc sur lequel tu peux t'appuyer pour, rester mobilisé sur un même projet pendant, 3 mois, 6 mois, 1 an, voire plus, hein, en Clairement. fonction de la nature du projet. En tout cas, je pense que ça a ses limites. On a évoqué pas mal de choses déjà sur, bah, je me suis volontairement concentré sur ces 2 moments, assez, fondateurs. On n'est pas rentré dans le détail de la course en Islande. Est-ce qu'il y a des choses en particulier, hem, sans forcément, faire la comparaison avec Mmh. Atacama, mais sur des apprentissages que tu as tirés justement de ces, 3 jours et 22 ou Ouais, 20 heures, 22 heures de course et 400 kilomètres à travers l'Islande? ouais. Qui ont continué, bah, justement à approfondir, la connaissance que tu avais de toi, l'appréciation que tu pouvais avoir de tes limites, peut-être continuer à venir, étoffer ta boîte à outils, Mmh. justement sur, les choses sur lesquelles tu peux t'appuyer quand tu es confronté à ces épreuves-là? Ce qui est marrant, c'est que, l'Islande, ça a été vraiment complètement différent parce que j'ai presque à aucun moment ressenti cette forme de solitude parce que j'étais toujours accompagné. Mmh. En quelque sorte, l'Islande, ça a été une, victoire finalement parce que j'ai réussi à atteindre mon objectif et en même temps, j'ai vécu des choses avec les gens, qui étaient auprès de moi, c'était, super et tout. Mais en même temps, une forme, d'échec parce que j'ai pas retrouvé finalement ce que j'allais chercher dans l'aventure. Parce OK. que trop de personnes autour de moi, des enjeux de marque, des choses comme ça, des trucs qui me sortaient presque, de ce sentiment d'insouciance que je vais chercher quand, je pars à l'aventure et peut-être parce que, beh, la comparaison avec, Atacama qui était, assez proche de ça, a un peu biaisé la perception que Mmh. que j'avais de ce que devait être une aventure. Mais en soi, pour moi, l'aventure, c'était ça, c'était Atacama, tu vois? Mmh. À vivre un truc avec ma copine dans des situations toutes pourries, où on aurait franchement, ça aurait pas pu être pire, à un truc où presque tout est réglé, tu vois? Mmh. J'avais un cuisinier, j'avais un ostéo, j'avais une équipe qui faisait, un film et cetera.
Et en fait, je me dis presque tout était parfait. Bon, j'ai été blessé, mais c'était une blessure qui était physique, qui a mis des doutes sur, la finalité du projet, mais bon, j'y suis arrivé. J'aurais pu y arriver très certainement beaucoup plus vite sans ça, mais ça Mmh. fait partie du projet. Mais en soi, j'avais l'impression presque que c'était aller trop facile, tu OK. vois? Et que, l'aventure que j'étais, venu chercher avait perdu un peu de son sens avec tous les enjeux qui accompagnaient finalement, l'aventure. Donc, aujourd'hui, en tant que créateur de contenu, j'ai des enjeux quand même, Mmh. vis-à-vis, de ce que je fais. Des projets comme ça coûte une blinde, tu vois? Mmh. Donc, j'essaie quand même d'avoir des retours sur investissement et en parallèle de ça, je suis, un peu, comment dire? J'ai envie de vivre une aventure simple et l'aventure telle que, le mot aventure est défini, tu vois? Mmh. Ne pas être, sujet à me dire: «Bon, mais si j'arrête, il y a quand même, tu vois, une équipe de prod avec moi, il y a quand même des marques qui comptent sur moi et des machins comme ça». J'ai envie de me dire: «Je vais vivre une aventure et la vraie aventure», tu vois? Je vais me Mmh. retrouver dans des situations merdiques, il y a pas d'autre enjeu, que le fait, tu vois, de vivre pleinement, le moment, tu vois? Et donc du coup, je pense que j'essaierai de vivre quand même différemment, ce genre de truc parce que la réalité, c'est que c'était plutôt une quête de sens, tu vois, l'Islande et de non-sens, Mmh. tu vois? Mmh. Là, dans tout ça. Donc j'en parle un peu dans le reportage qui va sortir, prochainement, donc je vais essayer de pas tout Très bien, spoiler. très bien. Mais voilà, ça a été plus ça, c'est que je reste sur ma faim, même si ce que j'ai vécu, c'était très beau. Mais c'est pas l'aventure telle que je le définis. OK, très clair. Ça appelle forcément des questions sur la Mmh. prochaine aventure, du coup? Ouais, ouais, c'est sûr, la prochaine aventure après, mine de rien, c'est qu'il y a des soucis économiques au milieu de Bien tout sûr. ça. Il y a des Il y a impératifs avec des lesquels tu dois impératifs composer, ouais, c'est sûr. exactement, donc je suis toujours quand même obligé, de chercher des personnes avec qui, m'associer pour ce genre de projet et en même temps, je me dis, «Il faut que je réussisse à trouver aussi une configuration où chacune de mes aventures n'a pas un enjeu, particulier, où Mmh. je peux vivre pleinement, le truc» et bah, tu vois, typiquement, je suis parti, quand même dans des endroits, un peu isolés, donc Mmh. forcément mais l'aventure, tu peux la vivre, en poussant la porte de chez toi, donc c'est essayer de pouvoir avoir ces 2 penchants-là, de trouver une manière de vivre une aventure simple, telle que, le mot aventure se définit et aussi pouvoir, bah, vivre des choses qui sont un peu plus ambitieuses et qui demandent, davantage de ressources, mais en le faisant, de la bonne manière pour essayer, bah, voilà de véhiculer quelque chose d'un peu plus grand que ce que je pourrais faire uniquement avec mon téléphone et mes propres réseaux sociaux, quoi. OK. Bon. En passant, j'ai hâte de voir le documentaire Mmh. pour avoir suivi, l'aventure, en direct ou plus ou moins direct sur ton compte Insta quand tu étais dedans. J'ai vraiment hâte de voir, ce qui va en ressortir. Tu as déjà annoncé une date de sortie ou pas encore? Il va avoir une date de diffusion, OK, qui sera le 28 mai OK, avec, un cercle un peu plus, fermé, ouais, des proches, des collaborateurs et autres et ensuite, on est encore sur le développement, de toute la stratégie, de OK, communication, qui sera autour du OK, projet. ça marche. Bon, bah, en tout cas, quoi qu'il en soit, je mettrai en description le lien de tes réseaux pour que les gens puissent suivre et Trop voir bien. quand est-ce que ce sera disponible. Hem, Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé sur, les outils, la démarche, la méthode, l'approche que tu utilises pour justement te confronter à ces grandes aventures qui sont, parce que là, on en parle, Ouais. simplement, hein, on est assis Mmh. dans le confort de nos fauteuils dans un studio de Ouais. podcast, mais il faut quand même, enfin, je pense que les gens j'espère que les gens se rendront compte de tout ce que ça implique Mmh. et de tout ce que tu as dû traverser justement pour pouvoir vivre, et on a mentionné que ces 2 épisodes-là, mais j'imagine que c'est pas les seules choses, enfin, c'est pas les seules aventures qu'on émaillé ou en tout cas qu'on construit ton parcours. Mais Mmh. est-ce qu'il y a une ou deux dernières choses que tu aimerais partager avec les gens qui nous écoutent sur des outils ou l'état d'esprit Ouais. qui peut leur servir quand ils veulent se lancer dans des défis qui soient similaires à ceux dans lesquels tu t'es embarqué ou des choses peut-être moins spectaculaires mais tout aussi ambitieuses à leur échelle? Les choses comme ça, il faut, à mon sens, les faire avec le cœur et avec, les tripes. Il faut pas que ça émane, d'un sentiment d'infériorité par rapport à ce que d'autres accomplissent.
C'est ce que beaucoup sont tentés, de faire et c'est presque ce que moi je pourrais être tenté de faire quand je construis, un projet en voulant faire toujours plus, toujours plus. C'est pas la démarche, je pense, dans laquelle il faut être. Il faut que ça soit quelque chose qui nous anime et quelque chose qui nous parle à nous et qui parle pas aux autres. Parce que des projets spectaculaires, il y en a plus d'un à faire. C'est pour ça que maintenant on commence à avoir des courses qui sont de plus en plus, folles, des personnes qui font des trucs, soit de plus en plus folles, soit de plus en plus débiles. Des fois, la frontière, Mince, ouais. elle est mince Ouais. et donc du coup, voilà, il faut essayer de se parler à soi-même et de se dire: «Beh, pourquoi j'ai envie de faire ça? Est-ce que vraiment ça me parle? Est-ce que c'est quelque chose qui, me fait vibrer, quand je me l'image, dans la tête?» Et ça, je pense qu'on est, enfin, que trop peu, le font. Trop, beaucoup pensent à ce que ça peut, produire, chez les autres et cetera, avant de se dire: «Qu'est-ce que ça va produire, chez moi?» Et pour moi, Atacama, c'est vraiment parce qu'on en a parlé, c'est les 2 exemples, c'est vraiment, l'essence même de ce qui me fait vibrer. Donc je pense que c'est ça, ce que les gens devraient, s'imager dans les, choses qui devraient être vraiment dans la top list, c'est de se dire: «Est-ce que ça me fait vibrer?» Tu vois? Mmh. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est animé par la passion et qui fait les choses, avec le cœur, avec les tripes. Je fais pas les choses parce que ça va me rapporter de l'argent, parce que ça va me rapporter des followers, parce que ça va m'apporter des opportunités et cetera. Des fois, ça peut peser dans la balance sur des choses qui sont beaucoup plus légères, Mmh. et dans la manière dont je drive aujourd'hui, mes réseaux. Mais quand, aujourd'hui, je veux parler, de choses comme celle-ci, enfin, dans le parcours dans lequel je me lance, je me dis: «Est-ce que ça me fait kiffer?» Tu vois? Mmh. Franchement, le temps, il est, trop court sur cette terre pour faire des trucs qui uniquement rapportent du bif, tu vois? Ou des trucs Mmh. comme ça et je me dis que si jamais ma vie, elle s'arrête là, ouais, j'ai kiffé, tu vois? Ce que j'ai Mmh. fait, c'était incroyable et pour rien au monde, presque, je changerais mon parcours parce qu'à chaque fois, ça a été animé avec, pas forcément toujours la raison et c'est Mmh. quelque chose qui peut me définir, mais avec le cœur et franchement, quand c'est animé, par ça, t'as rarement des regrets, en fait. Mmh. OK. Hem, Peut-être la dernière question que j'aurais pour toi, dans ce contexte-là, et c'est quelque chose auquel je crois profondément, je suis hyper aligné avec toi. J'en parlais récemment avec un proche où je lui disais, bah, plus j'avance dans la vie et plus je me rends compte que le seul signal valable, c'est l'enthousiasme. Tu vois. Mmh. Quand je me projette en train de faire X ou Y, est-ce que ça suscite quelque chose chez moi? Tu vois? Est-ce que je le sens? On a beaucoup parlé de cette flamme Clairement. intérieure et tout. Est-ce que je me sens appelé pour le faire ou est-ce que c'est juste, ou est-ce que ça se passe Ouais, là ouais. ou est-ce que ça se passe là? Tu vois? Et je Mmh. trouve que c'est un bon filtre pour se dire est-ce que j'y vais ou pas? Et quelque part, je pense que c'est aussi une condition pour Mmh. être en capacité de faire face à, comme on se l'est dit, tous les rebondissements, toute la préparation que ça va demander, tout le temps que je vais devoir y consacrer, l'énergie que je vais devoir y mettre. S'il y a un moment, la motivation, elle n'est pas là, Clairement. ça tiendra pas dans la durée. Euh, mais pour la personne qui a identifié ce truc, qui est en capacité de le projeter, de dire, moi, je sais pas si mon rêve c'est le bon mot, mais en tout cas, ce qui m'enthousiasme là maintenant tout de suite, le projet dans lequel j'ai envie de me lancer, c'est ça. Mais voilà toutes les raisons pour lesquelles je pense que ça va pas marcher ou tous les doutes que j'ai par rapport à ce projet-là. Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à surmonter j'imagine que tu y as été confronté, mais ces moments de doute, ces croyances un peu limitantes, ces moments où ta tête essaye de te dire, mais t'es qui pour croire que tu vas y Ouais. arriver, quoi? Comment t'as réussi à surmonter ça? Bah, je pense que c'est un trait de ma personnalité, des fois, de pas me poser trop de questions, tu Ok. vois? Et aussi de savoir que certaines questions, qui se posent sont plutôt, le reflet, de peur, tu vois? Mhm. Forcément, quand tu te lances, là-dedans, bah, c'est un inconnu, donc l'inconnu fait peur, donc automatiquement, tu as plein de questions, qui arrivent à toi et qui, en soi, ont enfin, sont pas tangibles, tu vois? Elles Mhm. reposent sur, rien mis à part des doutes. Donc j'essaye d'identifier, lequel de ces questionnements est basé sur un schéma de peur ou quel questionnement est assez rationnel. C'est-à-dire, Mhm. «Ah ben toi, tu t'es pas préparé du tout, tu vas faire 400 kilomètres». Bon, ben c'est assez rationnel quand même comme Ouais. question. Le Légitime en tout cas. En tout cas, elle est légitime, Ouais. exactement. Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que bah, en fait, tout ça, j'ai pas les réponses. Donc en Mhm. réalité, j'essaie de me préparer du mieux possible. En fait, c'est ça, c'est essayer de te préparer du mieux possible à ce que tu vas rencontrer et être aligné avec des questions avec lesquelles tu as pas les réponses, tu vois? Mhm. Et à partir de ce moment-là où tu te dis: ben j'ai fait du mieux que je pouvais, maintenant
advienne que pourra, tu vois? Mmh. Et Ouais, c'est essayer de distinguer ce sur quoi tu as la main et ce sur quoi tu pas la exactement, main et ce sur quoi tu as la main, bah, se dire: «OK, comment je fais pour mettre toutes les chances de mon côté?» exactement. et les trucs sur lesquels tu pas la main, bah, accepter que ça fait partie de ce ça fait partie inhérente de ce genre de projet. Ça vient avec Bien sûr. le projet. T'as jamais en fait, t'as jamais toutes les réponses. T'as lancé des business, tu sais jamais si ça va marcher, en fait. Mmh mh. Mais cette part d'inconnu, c'est aussi potentiellement ce qui t'excite, tu vois? Mmh. Et ça fait partie, du projet. Il faut être en accord avec ça. Quand, je me lance dans une course, la finalité des choses, je sais pas ce qu'elle va être, tu vois? Mmh. La volonté que j'ai d'aller au bout, ça par contre, elle est vraiment à 100. Si jamais je veux m'appuyer sur, toutes les questions, que je me pose et de me dire: «Est-ce que tu as fait ça? Oui, tu as fait ça? Oui». Bon, bah, en fait, tout le reste, c'est le destin qui gère, tu vois? Mmh. Et il y a une grande partie, de la vie, que ça soit, sur le plan personnel ou entrepreneurial, tu vois, qui, bah, tu pas la main dessus, tu vois? Tu Mmh. maîtrises pas ta relation. Quand tu entames une relation, tu sais pas si elle va durer, 1 semaine ou si elle va durer, 15 ans, tu vois? Mmh. Et je pense que c'est être en accord avec ça et de se dire: «Bon, OK, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, le destin, il jouera son rôle, quoi». Il y a des choses aussi qui t'ont aidé à cultiver cette forme de lâcher prise? Hormis le fait et tu l'as mentionné, je pense que c'est important de le dire, à partir du moment où j'ai le sentiment d'avoir fait le travail de préparation, je considère que le reste est plus «entre mes mains» entre Ouais. guillemets. Est-ce qu'il y a d'autres, choses qui t'ont aidé à cultiver ce truc de: «Ch aujourd'hui, je suis en capacité de discerner, est-ce que c'est la peur qui parle ou est-ce que c'est une question légitime, rationnelle?» et Mmh. auquel cas, bah, je l'explore, je vois comment je peux essayer d'y répondre. Tu t'es appuyé sur des choses pour cultiver ça? Bah, en fait, je suis quelqu'un qui teste beaucoup de choses. Comme je te le disais, j'ai des comportements assez, obsessionnels. Ça fait partie de mes traits de personnalité. C'est-à-dire que quand j'entame quelque chose, je sais pas faire de demi-mesure, tu vois? Mmh. C'est pas: «Beh, je vais en faire un peu» et cetera. Je fais à fond, pleine balle, beaucoup plus que je devrais faire. Et donc du coup, le fait d'avoir quand même essayé beaucoup de choses, bah, je me suis rendu compte que bon, même si ça marchait pas, même si, je me vautrais, même si finalement, je pensais trouver quelque chose, mais j'avais un peu trop idéalisé, le truc et que finalement c'est pas vraiment ça que j'étais allé chercher. Le fait de tester, de faire, de faire, de faire, ça m'a montré finalement qu'il y avait toujours quand même quelque chose à prendre là-dedans et que même si je me vautrais, bah, c'était pas très grave, tu vois? Il y avait forcément un bon truc à aller chercher, donc ça peut paraître comme étant un discours un peu tout fait, mais je trouve que c'est en testant plein de choses, que j'ai construit aussi cette forme de lâcher prise vis-à-vis, de certains questionnements, tu vois? Et certaines réponses que je n'avais pas. J'ai souvent ce truc-là de me dire: «Au pire». Je suis dans une situation où je pense beaucoup, on est enfin, dans laquelle beaucoup de personnes pourraient se retrouver. C'est que, bah, mine de rien, tu vois, j'ai des amis, j'ai une famille, et que, peu importe le projet dans lequel je me lance, donc bon, des courses, on n'en parle pas, au pire, j'arrive pas au bout, mais voilà, ça Mmh. changera pas la face du monde. Mais même si je me vautre, royalement et que j'ai plus rien, c'est banqueroute complet, bon, beh, je fais mon sac, je retourne chez ma daronne et puis, je retrouve un lit et un Mmh. toit, tu vois? A Donc priori, si les gens ont la capacité et l'opportunité d'écouter ce podcast, c'est qu'ils sont dans des conditions qui leur permettent effectivement d'avoir ce genre de solution de repli, quoi. voilà, je suis Mais, toujours en fait ouais. dans cette démarche-là de au pire, en fait, on a plein d'exemples, comme tu le disais, des choses qui ne nous touchent pas, mais en fait, c'est des discours qu'on entend, des personnes qui ont vraiment rien sur lequel Mmh. s'appuyer, tu vois? Et moi, je me dis toujours que je suis dans un schéma, même si j'ai pas une famille du tout Mmh. qui est aisée ou quoi que ce soit. J'ai, un entourage, j'ai, un réseau et cetera. Et que même si je me vautre, au pire, c'est souvent ça en fait mon truc, au pire, c'est quoi le pire des scénarios qui puisse m'arriver aujourd'hui, tu vois? Mmh. Bah, en fait, le pire des scénarios qui peut m'arriver à moi, c'est très certainement le meilleur d'un autre, tu vois? Ouais, Donc exactement. voilà, Ah, ça c'est me c'est en une fait, belle, ça donne c'est une belle perspective ça, je trouve, en termes de reframe, tu vois? Sur, heu, je projette une situation qui me cause de la peur ou de l'appréhension et j'essaye de me dire: «Ah mais en fait, si je regarde le truc un petit peu objectivement, factuellement, même si mon pire à moi, c'est ça, mmh, ça reste quand même à des années-lumière de ce que d'autres peuvent vivre, tu vois? C'est-à-dire exactement. que j'ai quand même la chance d'être dans un contexte et ce sera pas vrai de tout le monde, hein, on est bien Bien d'accord, sûr. mais qui fait que même si je me plante royalement et que le pire venait à se réaliser, bah, l'issue, ce serait ça et ça, c'est toujours mieux que ce Mmh. que beaucoup d'autres vivent au quotidien, C'est quoi. ça. Alors ça veut pas dire d'être une grosse tête brûlée et d'aller se Bien foutre sûr. dans tous les pétrins que tu peux trouver, tu vois? Mais si c'est quelque chose qui t'anime, que tu as envie de faire qui vraiment, t'obsède jour et nuit, tu vois? Bah, tente-le, tu vois? Il y a qu'une seule, manière, de savoir si ça peut marcher ou non.
Et il y a aussi des fois, on se fait des problèmes parce que, enfin, moi, par exemple, la nuit, tu vois, je sais pas si ça t'arrive à toi, mais tu te mets à cogiter et tes problèmes, ils sont petits de base. Mmh. Et je sais pas pourquoi, quand Ouais, c'est la nuit, tu es dans ton lit, tu as les yeux ouverts comme écarquillés comme ça, genre, tu t'en fais un monde, tu vois. Et ouais, tu te réveilles le matin, tu te dis, bon, en fait, c'était pas si terrible, tu vois. ouais. Et il y a des fois où il faut essayer de prendre du recul et savoir que tu es en train de faire grandir quelque chose qui finalement s'appuie sur rien. En Mmh. fait, on est beaucoup, enfin beaucoup de personnes, et ça a été, c'est le cas pour moi, hein, je me sens pas complètement isolé de ce propos-là, c'est de se dire qu'on vit en anticipation de choses, tu vois, et qu'on vit nos problèmes avant même qu'ils se soient passés. Mmh. On est en train d'expérimenter quelque chose qui peut-être n'arrivera jamais, sauf que quand tu le penses, tu le ressens aussi. Mmh Donc ça mh. te crée des angoisses, ça te crée du stress, etc. Mais c'est que des situations hypothétiques, tu vois. En Mmh. réalité, elles se fondent sur rien. Donc, Ouais, et un élément de réponse alors oui, ça m'est arrivé, ça m'arrive moins, mais parce que j'ai, dans ma boîte à outils personnelle, mm, un outil que j'aime bien utiliser, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est à travers un prisme différent sur le sujet de la distanciation, tu vois? Qui est de se dire: «OK, attends, 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 là, je suis en train de me faire un film de ce truc-là». On est quand même, je pense, une des seules espèces du règne animal avec la capacité à se projeter aussi ouais, bien dans le passé que dans le futur. Ce qui a tout un tas d'avantages et tout un ouais, tas d'inconvénients. Mais là où ça a des avantages, c'est: «OK, cette situation-là, qui est en train de me causer une angoisse folle, si je me projette dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, qu'est-ce qu'est-ce que ça aura représenté, en fait?» Tu vois? mm, À quel point est-ce que, ça aura impacté ma vie? Est-ce que ça comptera vraiment, si je me projette, 10 ans, plus loin, tu vois? ouais, Et en fait, le fait de créer de la distance entre la situation à laquelle je suis confronté et ses implications potentielles, tu vois? Versus, en fait, si je me projette dans 10 ans et que je regarde en arrière, qu'est-ce que ça aura représenté à l'échelle de ma vie? ouais, Pas ouais, du tout, grand-chose. ouais. Bon, bah, en fait, c'est que c'est peut-être pas si grave que Ouais, ça. c'est OK, sûr, bon, on passe à autre chose, tu vois? clairement. Et c'est cette capacité à créer de l'espace entre la pensée, les émotions que ça suscite et toute la narrative que je suis en train de lui Bien coller sûr, qui peut derrière venir faire que le truc prend de plus en plus d'ampleur. Comment je stoppe ce truc-là assez exactement, rapidement et j'essaye d'élargir un peu ma perspective pour, le remettre à sa juste place. Ça ne veut clairement. pas dire que c'est agréable à vivre à Mm, l'instant T, mais entre c'est désagréable, mais ça va passer et c'est une catastrophe et je vais jamais m'en remettre, il y a ouais. quand même un monde, tu vois? Et il y a aussi, le truc, tu vois, c'est ce que m'a appris la longue distance. Une des leçons que j'ai tirées de la longue distance, c'est, que tout est, temporaire, tu vois? Il y a des moments où vraiment je suis dans des trucs où je me dis: «Mais là, je peux plus bouger», tu vois? Mmh. Notamment en Islande, je me disais: «Mais attends, mais là, je peux même plus marcher. Comment je vais faire pour faire les 200 kilomètres qui me restent?» Mmh. Chaque pas me faisait mal et tu te rends compte que, quelques heures après, tu recours comme si tu avais jamais rien eu. Et en fait, c'est un peu une leçon à tirer de ce, de l'ultra-endurance, c'est que tu vas passer par des phases où, franchement, je me retrouve à chialer des fois en plein milieu de la course. 2 secondes après, j'éclate de rire. Après, je suis énervé. Il y a des moments où j'arrive même plus à marcher et quelques heures après, je me retrouve à courir. Il y a des moments où j'ai le bide, mais complètement en vrac, à presque plus pouvoir me redresser, et après, je suis en train de manger une faritas au milieu de l'Islande. Donc en réalité, ça montre bien qu'il y a tout qui est temporaire et que les choses, elles finiront par passer. Donc c'est des fois pas se faire, une montagne de ce que tu es en train de vivre, sur l'instant T, et que, la citation, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais après, la pluie vient le beau temps. Bah, Mmh. en réalité, je l'ai souvent expérimenté, Mmh. en ultra et dans d'autres courses comme ça, quoi. C'est excellent parce que la manière dont tu le décris, c'est vraiment et tu le disais tout à l'heure avant qu'on commence à enregistrer, mais c'est un condensé de vie, quoi. Exactement. Et ça te permet en peu de temps de traverser des choses qui te font énormément grandir. Et je trouve que le parallèle avec, un parcours de vie, classique est quand même fou, tu vois? De se Ah dire, ouais, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée, tu vas traverser 1 million de trucs entre les 2 et va falloir que tu trouves le moyen de mobiliser les ressources dont tu disposes pour, traverser tout ça du mieux que tu peux, quoi. c'est ça. Et je trouve que c'est une belle école en tout cas, ça ne me fait que renforcer mon envie d'aller Ah explorer ce ouais, truc-là. bah, Je franchement, sais pas, c'est vraiment quelque chose que j'invite tout le monde à vivre ce genre de choses, chacun à son échelle, ouais. bien sûr, mais cet aspect aventure où on va pas chercher la souffrance, mais peut-être la difficulté, en Mmh. quelque sorte, tu Mmh. vois? Ça fait très bien, moi, franchement, ça me fait trop plaisir quand j'ai une course qui se passe, mais chut, fluide, et cetera. Mais c'est vrai que cette recherche un peu de mise en inconfort, elle t'apprend quand même énormément, et ça te permet de faire un shortcut sur, des choses que tu aurais pu vivre en 10 ans, tu les vis en quelques jours, et franchement, c'est hyper enrichissant.
Après, il faut pas tomber dans le truc de, vouloir, vivre, ça tout le temps parce que c'est un peu le problème de ces projets-là, c'est que tu vis tellement intensément et que tu as envie de le revivre après. Ça peut devenir addictif, quoi. En fait, si jamais dans ta vie, t'es pas très équilibré, t'es pas trop aligné, avec la position dans laquelle t'es, es et cetera, c'est que tu quittes un truc qui est enfin, tu vis quelque chose qui est si fort que le retour à la réalité, si t'as rien de dans ton quotidien pour, revivre des sensations de plaisir, si t'es pas, bien dans ta position, ouah, tu fais un bad terrible, hein. Et ça peut devenir un échappatoire, du coup. C'est Enfin, ça, une manière de fuir ton quotidien, exactement, et d'être, du coup, tu te retrouves dans la surenchère constante exactement. et ça masque le vrai problème qui est, comme tu l'as très bien dit toi-même et je trouve que ça transparaît dans l'échange qu'on a, dans le discours que tu tiens, à apprendre à être bien avec Ouais. soi-même, quoi. Et presque, j'ai envie de te dire, je sais pas si c'est comme ça que tu le vois, mais je trouve que c'est un beau peut-être que tu l'avais déjà avant, mais j'ai le sentiment que c'est aussi un beau cadeau que tu as fait, la longue distance. C'est Mmh. que tout ce temps que tu passes avec toi et ce sur quoi ça t'amène à travailler fait que, bah, Ouais, je suis cool avec moi aujourd'hui, quoi. clairement, c'est clairement le cas. C'est cool. Mehdi, Mmh. merci beaucoup. Merci à Merci toi. pour ton temps et ta générosité, c'était Merci top. beaucoup, franchement, c'était super bien, drivé, et je suis trop content d'avoir pu échanger, sur le sujet avec toi. Je te remercie.